l'essentiel de votre job à la Folie Douce, c'est la fête? Non, on fait encore 70% du chiffre en restauration. Nous, ce qui est certain, c'est qu'on est très attaché à la qualité, mais la qualité dans tous les métiers, c'est l'excellence, quoi. Et ça fait combien de couverts? Ça dépend des restaurants. Il y a des restaurants qui font 800 couverts, à Val-d'Isère, les 2000 couverts par service. Ça fait 6-7 ans qu'il y a des dîners à l'Élysée où le président de la République invite les grands chefs français. Et à un moment donné, le président dit, bah oui, vous êtes invité parce que vous êtes le seul chef qui fait danser les clients sur les tables. C'est vrai que Val-d'Isère est connu pour être très festif avec des closings qui sont des très grandes closings. En particulier, grâce ou à cause ou enfin, avec la Folie Douce, tu me disais 800 personnes au total. Vous opérez encore 2 restaurants, c'est ça, en direct? En propre, ouais. Donc sur ces 2, vous devez avoir à peu près 300 personnes, quoi. Oui, C'est ça. 300. J'ai lu 64 millions de chiffre d'affaires en 2024, c'est ça? C'est complètement dingue. On a tous rêvé un jour d'ouvrir un hôtel, un resto, un bar, un club, et pourquoi pas même un festival. Avec mon partenaire Red Bull, on a décidé de vous proposer des épisodes hors série de Génération Do It Yourself avec des entrepreneurs qui se sont lancés dans ce domaine. Comme d'habitude, on va essayer de déconstruire les méthodes de ces entrepreneurs qui ont réussi à transformer ces endroits en des lieux mythiques pour se retrouver et faire la fête. Notre objectif avec Red Bull, c'est de vous proposer des méthodes applicables à tous les business et de s'inspirer de parcours de personnalités singulières et hautes en couleur. Je suis certain que ça va vous plaire. Je suis aussi certain que vous avez des potes qui rêvent de se lancer dans ces univers. Donc faites-leur un cadeau et partagez-leur cet épisode. J'aimerais sincèrement remercier Red Bull de nous accompagner sur cette série d'épisodes et de nous donner des ailes pour aller toujours plus loin. Salut! Bon ben voilà, alors Luc Réversade. Salut Luc, ça va? Bonjour. Tu vas bien? Très bien, en pleine forme. Bon, on est à Talloires. J'allais dire Talloires, j'ai hésité entre Valoir et Talloires. Talloires, oui. Talloires, je partage mon temps entre Val d'Isère. C'est pour ça, levé. Là maintenant, je voyage un peu moins depuis 1 an, mais avant, toutes les saisons d'hiver depuis, entre 15 et 20 ans, je passais au moins 10 stations par an en Europe. Je voulais connaître toutes les stations européennes. Voilà. Alors, on va mettre tout le monde d'accord. D'entrée de jeu, Luc, quelle est la meilleure station d'Europe? La meilleure station d'Europe, c'est difficile à dire. Elles ont toute une particularité. On va dire la première, Ischgl, pour moi. Sauf que Ischgl a glissé un peu sur le côté... Je ne sais pas si vous connaissez le côté Umtata. Non, ça me parle comme... Ouais, Umtata, c'est la musique autrichienne. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Et donc, ils n'ont pas étudié comme nous. Ils nous regardent un petit peu, nous, la Folie Douce, parce que on a toujours cru en la musique électronique depuis le départ, hein, musique techno et tout. Eux, ils sont restés très, très classiques. Il n'y a que ça qui leur manque, hein, la modernité dans le côté musical. Par contre, non, ils ont tout compris. L'accès à la station, les parkings, les applis pour acheter les forfaits, les remontées mécaniques au départ de l'hôtel, les trucs piétons, l'animation, tout est... Voilà. Disons que c'est une des meilleures des stations, pas la seule. Mais voilà. Parce qu'en effet, on me dit souvent, j'ai jamais skié en Autriche, moi je suis très, très friand de ski, mais on me dit souvent que l'Autriche, une des meilleures stations que j'ai vues, moi, c'est Verbier. Verbier, c'est bien aussi, non? Alors, Verbier, c'est la Suisse. Oui, je sais, mais justement, j'ai jamais fait l'Autriche. Non, Verbier, c'est pas... Il y a un petit peu de retard. Les Suisses comme... alors, les Français, si on faisait un classement en Europe, des stations européennes, l'Autriche, oui, en tête. Après, j'irai en 2, peut-être les Dolomites, c'est-à-dire l'Italie, hein, le Tyrol, ce qu'on appelle le Tyrol de l'Est. Ils ont bien modernisé là-bas parce que moi je suis allé, c'est quoi, Tulle, c'est la préhistoire. Quoi. Oui, c'est la préhistoire. Non, ça c'est le départ. C'est à Cortina. Oui, Cortina, des départs de Cortina, mais c'est 1200 km de piste, hein, les Dolomites. Donc, si vous voulez aller skier dans les Dolomites, je vous le conseille, c'est de vous placer à peu près vers la Villa, la Selva, c'est-à-dire à la moitié des Dolomites pour pouvoir, dans la journée, aller presque au bout d'un domaine et puis de l'autre côté, parce que c'est tellement grand, oui, c'est plus grand que les Trois-Vallées, quoi. D'accord. Et donc, si, ça c'est intéressant. Il y a des... Notamment vers Brunico, là, vous avez la fin des Dolomites qui s'appelle Kronplatz, c'est un plateau... Et là, vous avez 2 musées, un musée de la photographie, un autre musée de Saadi, là, extraordinaire. Voilà, vous avez 14 télécabines qui arrivent sur le plateau. Enfin voilà, quand on vous dit ça, par exemple, c'est une station où j'étais dernièrement à Zalbarg, même chose, quoi. Zalbarg, c'est 1 à 2 télécabines par an. Bon, c'est clair que j'ai une tendance, comme j'aime bien le ski, j'ai une tendance à regarder le confort. C'est comme un peu que celui qui est passionné de voiture. Hein.
qui dit ma voiture c'est la meilleure, mais s'il n'a pas changé pendant 10 ans, ça peut pas être forcément la meilleure parce qu'il y a une motorisation, parce que voilà, il y a la technologie, dans toutes les marques a changé. Ben, les stations, c'est comme ça. Il faut bien comprendre que la technologie des remontées mécaniques elle-même a changé. Sachant que, ouais, contrairement aux voitures, qu'on peut aimer le vintage, le ski, généralement, les vieux skis avec le vieil équipement, c'est quand même vraiment moins bien que les voitures d'aujourd'hui, quoi. Oui, ça, et puis le confort. Ouais. Alors, les gens, bien sûr qu'il y a toujours des gens qui sont très alpins, qui n'ont pas peur de la neige, etc. Non, nous, on aime les télésièges débrayables. Avec des sièges baquets en cuir de préférence, ils sont en cuir avec des bulles quand il fait froid. Chauffant si c'est possible. Voilà, chauffant. Je vous expliquais par exemple un télésiège qui est innovant depuis 5-6 ans, c'est le fait que le télésiège démarre et ensuite il part il se met à la transversale pour pas qu'on voit les pylônes. Et puis après il se remet droit quand on arrive. Du confort visuel. Voilà, confort habituel. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, alors tu n'es pas un expert de télésiège, c'est pas ton métier en tout cas, même si tu as l'air de bien connaître. Toi, ton métier, tu sais. Attention. Là, je suis plutôt. Alors, franchement, pas d'ego, mais je suis plutôt un expert de la montagne. D'accord. Alors pourquoi ? Très simplement, pourquoi je suis un expert de la montagne, et on reviendra peut-être après à parler de la folie douce, c'est que le fait que quand j'étais gamin, j'étais cuisinier. J'ai travaillé chez Bocuse, en cuisine, chez Paul Bocuse, et j'ai fait 1 an, et puis je me suis rendu compte, enfin voilà, j'ai fait un peu des bêtises, il faut dire aussi ça, mais Paul oh là là, vous allez loin. Bon, allez, on y va, on raconte cette histoire-là. Alors, bon, attends, je vous présente Luc Réversade quand même avant, j'ai pas commencé dans cet épisode. Luc Réversade qui a fondé la Folie Douce. Je pourrais même dire qu'elle a cofondé son groupe avec ta mère, en fait, à l'origine. Non, ma mère était institutrice. Elle est revenue, dès qu'elle a pris sa retraite, elle est venue me rejoindre. D'accord. Et voilà, généralement, je demande à mes invités de se présenter, mais on va commencer par cette anecdote chez Paul Bocuse, quoi, quand même. Alors oui, Paul Bocuse, au bout d'1 an, là, c'est en 68. Ouais. Et en 68, c'est l'époque, bien sûr, d'Antoine, les cheveux longs, les beatniks, etc. Et chez Paul, on avait un coiffeur qui était au-dessus de Collonges-Mont-d'Or et toutes les semaines, il fallait se faire raser. Et j'avais dit à ma mère, à Noël, écoute, maman, je peux pas durer parce que, bon, déjà, je bougeais beaucoup et bon, voilà, on sortait tous les soirs et les filles, à l'époque, dans les années 68, 70, c'était très facile, très très facile. Il n'y avait pas toutes les maladies qu'on a vues après. Et donc, un soir, je suis rentré. Et ma mère m'avait acheté pour Noël, pour que je reste, elle m'avait acheté une perruque. Donc je sortais tous les soirs, quand je sortais de chez Bocuse, je mettais ma perruque. Et j'ai eu un accident de moto, je suis passé sous une voiture. Et bien sûr, comme on n'avait pas beaucoup d'argent dans la famille, j'ai récupéré sous la voiture, laquelle je m'étais encastré dessous, avant que les pompiers arrivent, j'ai récupéré ma perruque. Bon, là, je suis parti directement à l'hôpital. Et avant l'opération, j'avais remis ma perruque et j'ai enlevé ma perruque. Chirurgien. Et là, j'avais un caleçon. À l'époque, c'était les caleçons Renoma. C'était Renoma. Ouais, j'ai très bien cette marque. Ouais. C'était les caleçons à fleurs. L'histoire d'Antoine. De Paul Naref, que je connaissais d'ailleurs, Michel, Paul Naref à l'époque. Et donc, il me déshabille et le chirurgien, il appelle Bocuse. Je ne savais pas qu'il connaissait Bocuse. Le lendemain, moi, je suis resté 3 semaines à l'hôpital. Et il appelle, il dit, putain, t'as un PD dans ta cuisine. Et les PD, dans les années 70, dans les cuisines, c'est pas vraiment ça, quoi. Et donc, moi, je reviens, bien sûr, 1 mois après, chez Bocuse, et là, il me vire. Parce que t'étais homo. Et pas là, parce que j'étais homo. Et donc, mon père, il a halluciné. Et donc, du coup, il m'a pris. Je pars dans Lyon. Et là, comme il a voulu me frapper, je suis parti. Je n'ai plus parlé pendant 2 ans, mon père. Voilà, c'était des anecdotes, mais c'était tellement dur, Bocuse. Il y a encore des anecdotes là-bas. Je me souviens, j'étais au Pass avec lui et on faisait des truites au bleu. Et c'est le propre de la truite au bleu, c'est d'aller dans le bassin. Et au mois de janvier, il faisait très froid, les truites étaient là. Il fallait donc aller les prendre avec un torchon et puis les tuer. Donc, ce jour-là, il n'avait pas le temps. Il dit au plongeur, il y a un plongeur, il dit, va chercher une truite.
À l'époque, il avait un macaron Michelin. Hein, donc le plongeur, on est bien d'accord, c'est celui qui fait la vaisselle. Ouais, qui fait la vaisselle. Donc il va avec son torchon et il faut bien faire attention à la truite très rapidement. Bon, peu importe. Il arrive avec la truite et il la donne à Paul. Paul, il prend la truite, il la met dans le sautoir. Il y avait un petit sautoir, c'était un petit courbouillon qu'on avait. Et les truites au bleu, il lui manque, elles sont juste assommées. Et au moment où il la met dans le truc, il l'avait mal assommé, le plongeur, et la truite se barre dans la sciure. Parce qu'à l'époque, il y avait de la sciure par terre pour ne pas glisser. Et là, il ne peut plus refaire la truite. Il engueule et tout. Bon, il dit, va me chercher une autre truite. Bon, hop, il va vite chercher une truite. Nous, on était déjà traumatisés au pass, là, en cuisine. Et il revient avec une autre truite. Et là, il pensait vraiment qu'il l'avait tuée, quoi. On la met dans le torchon et on l'assomme comme ça, sur le bord du bassin. Et il ressort, et la truite se barre encore, elle était mal assommée. Et il prend le gars, et il l'appelle comme ça, il le prend par les cheveux. Et il dit à tous les cuisiniers, regardez comment on fait. Bon, il prend la truite, il lui enfonce dans la bouche, il lui fait manger la truite comme ça. Enfin voilà, bon, c'est des anecdotes comme ça. Alors voilà. c'est pas facile après de bien manager des gens quand tu as été managé comme ça, non? Oui, alors ça c'était difficile. Exactement. Donc ce que je voulais dire pour revenir au sujet, c'est que le fait d'être cuisinier, le fait d'être moniteur de ski, qu'après j'ai passé mes diplômes de ski, puis comme j'étais véritier Bocuse, bon après j'ai travaillé dans les hôtels aux Deux Alpes, j'ai passé mes diplômes de moniteur de ski, et puis le fait plus tard de vouloir absolument être commerçant, parce qu'on était 3 dans la famille, et mon frère et ma sœur étaient hauts fonctionnaires d'État, ils avaient fait des brillantes d'études, et il y avait le mouton noir, enfin voilà, c'était moi quoi, qui était celui qui comprenait rien. Voilà, donc bon, moi, par contre, j'ai compris tout de suite que j'étais pas fait pour les études. Donc ça m'a permis de gagner du temps, parce que, bon, quasiment, allez, on va dire à 16 ans, j'étais dehors, quoi. Hein. Donc, et Bocuse, t'avais quel âge à ce moment-là? Bocuse, c'est 68, donc là, j'avais 17 ans, parce que c'est grâce à lui que j'ai eu mon permis de conduire. Donc, du moment qu'on travaillait chez Bocuse, après, on nous donnait le permis à l'époque. C'est vrai, cadeau. Oui, c'était cadeau. Il était pote avec le préfet, quoi. Voilà, un autre monde. Et donc, tu disais, ça t'apporte beaucoup, ces expériences, la cuisine comme ça, le monitorat de ski. Oui, ça. Et puis après j'ai tenu une affaire à Royan. La Grange était une des plus grosses discothèques de l'Atlantique. Mais qui était énorme, je faisais 2-3 000 personnes tous les soirs. Qui était à toi ou qui était... Oui, qui était à moi, ouais, Ouais, j'avais pris, c'était en gérance au début, puis après j'avais acheté ça. Bon, c'était énorme, énorme. Et puis c'est l'époque où je me suis rendu compte que les boîtes de nuit, il fallait savoir s'arrêter. Je me suis arrêté un peu trop tard, après 15 ans. Ah, t'as fait ça quand 15 ans, mais tu venais de ce coin-là? Oui, j'étais un peu des Charentes à l'origine, okay. mais c'était pas pour ça que je suis allé à Royan. Et là, à un certain moment, j'ai rencontré toute l'équipe d'Hallyday là-bas à Royan, parce que j'avais beaucoup d'artistes, car tous les artistes qui se présentaient entre eux, on va dire Châteauroux, La Rochelle. Ils venaient chez toi après. Ils venaient cin moi tout le temps dans ce club. Et donc j'ai fréquenté. Comment il s'appelait? La Grange. La Grange, ok, oui. Et là, à un moment donné, ils m'ont recontacté, Johnny et son Joël Devouille, il s'appelait, qui est décédé depuis, en disant ouais, Johnny veut faire un restaurant, etc. Je dis moi je sais faire que de la cuisine. Oui, mais c'est toi qui veux. Bon, peu importe. On est allé donc aux États-Unis 2 fois avec Pierre Billon, Johnny, à l'époque où il était avec Adeline. Et donc là, quand je suis rentré, à Nashville, on a trouvé vraiment le concept avec Johnny. Je dis c'est ça qu'il faut, etc. Donc on avait acheté un restaurant sous la dalle des Invalides à Paris. Okay. Et on a fait 2 ans, 90-91 avec lui là. Et on a essayé de monter ce restaurant. Bon, sauf qu'à un moment donné, il a dépensé beaucoup d'argent. Moi, j'avais emprunté pour monter ce restaurant. T'avais vendu la Grange? Non, j'étais encore à la Grange. Okay. Là. Et donc là, un jour, je vais rue Vignon, dans les bureaux, rue Vignon, et je dis à Joël, mais tu as vu les comptes? Puis regarde, à l'époque, dans ces années-là, il avait déjà dépensé 150 000 euros. Et je dis, mais comment on va faire? On va jamais pour ouvrir ce restaurant. Hein. Et bon, c'était l'époque où il avait acheté la maison. Très sympa, mais bon, pour dire cette affaire-là. Et à un moment donné,
J'ai dit, attends, mais moi je suis pas là, je suis pas venu là pour ça, moi. Donc je me suis barré. Mais à l'époque, j'ai connu bien sûr tout le monde. Jean-Claude Camus, les anniversaires, son mariage avec Adeline, tout. Enfin bon, voilà. Donc je connaissais bien l'ambiance de la musique, de la production de musique. Je crois que tout ça fait que les clubs... Alors, j'avais cette boîte de nuit, La Grange, qui m'avait appris... Moi, j'ai détesté la nuit, hein, mais c'était parce que j'avais pas d'argent. Et donc, à l'époque, pour gagner de l'argent, il y avait que les boîtes de nuit. Et quand on avait 20 ans, 30 ans... Tu n'avais pas fait d'études Voilà, pas fait d'études et tout. Donc, j'ai pris ça. Dès que j'ai pu m'en séparer, je m'en suis séparé. Mais t'as jamais aimé. T'as fait ça jusqu'à 35 ans? Oui, jusqu'à 35, ouais, un peu plus, entre 35 et 38 ans à peu près. Et là, j'ai compris qu'à un moment donné, mes copains qui étaient à Paris, qui avaient tous les clubs comme Philippe Fassien, bien sûr. René Porcher, j'étais très copain avec tous ces... Et on était même associés ensemble. Ils m'ont dit... Laurent de Gourcuff a tous racheté, en fait. Voilà, exactement. Exactement, Laurent. Et là, à ce moment-là, vraiment, ses potes m'ont dit, écoute, arrête Paris, rentre à Val d'Isère, etc. Et donc, à Val d'Isère, je suis rentré à Val d'Isère. Et toi, ton lien avec Val d'Isère, c'est que tu avais été moniteur de ski? Oui, j'étais moniteur de ski et à l'époque j'étais à l'époque un peu en 70. Là, j'ai commencé parce que je voulais être mon propriétaire. Hein. Okay. Donc j'étais propriétaire de 2 petits établissements. Il y avait encore un peu de la neige à Autran dans le Vercors. Okay. Autran, et donc j'avais 2 hôtels, là, 2 petits hôtels, et puis un club, bien sûr, pour faire de l'argent, des bars. Et donc, à un moment... Mais comment tu t'es acheté ces trucs-là? Parce que tes parents, ta mère était instite, tu dis? Ou... Oui, mais là, c'était vraiment de la gérance, c'était pas grand-chose, quoi. Les prix, bon, il suffisait de travailler un petit peu. D'ailleurs, quand j'ai vendu une de ces affaires qui s'appelait La Forge, qui était tout à fait en haut d'un col à côté d'Autran, j'avais récupéré de l'argent. J'ai voulu aller aux États-Unis avec cet argent-là, parce que j'avais bien vendu. Et là, j'ai pas eu le courage de m'installer. Je pense que, objectivement, si j'avais eu le courage, j'aurais parlé les langues. Et les langues, c'était difficile pour moi. Et je suis allé, je sais pas, c'est 3 mois à Los Angeles, un peu partout. Je voulais vraiment m'installer. Mais bon, j'ai pas été assez courageux à cette époque-là. Tu le regrettes? Je suis revenu en France. Ah oui, je regrette. Oui, je serais américain. Oui, je comprends quelqu'un qui est dans la cuisine que vous connaissez, qui s'appelle Jérôme Bocuse. Les gens ne comprennent pas totalement Jérôme, qui est un nom français, Bocuse, et qui a beaucoup qui a encore des brasseries. Mais Jérôme, il ne reviendra jamais en France. Jérôme, il s'est marié avec une Américaine et puis il vit. Il est américain. Voilà, il est américain, quoi. Et effectivement, c'est ça, quoi. Bon. Maintenant, je ne regrette pas, hein, puisque la folie, ça a bien marché. Mais disons que c'est cette expérience-là, toutes ces expériences, vous voyez, le fait qu'il connaissait la musique, je connaissais la production de spectacle, j'étais moniteur de ski, la neige, cuisinier, qui a fait qu'à un moment donné, j'ai eu le déclic de dire la folie, c'est bon. Maintenant, je connais, je sais ce que je veux, et ça a été beaucoup plus facile parce que je connaissais ces métiers, quoi. Je les connaissais vraiment parce que je les avais pratiqués, quoi. C'était en opérationnel, quoi. Voilà. J'étais pas, j'étais proche des gens, voilà. Donc tu avais un frère, une sœur qui étaient hauts fonctionnaires, ta mère qui était instite, ton père faisait quoi? Pareil. Le directeur d'école, quoi. D'accord. Et donc, ça, c'était dans les Charentes. Et toi, tu t'es inventé un... Parce qu'à la limite, je comprends, des enfants d'instit, souvent, ils sont très bons à l'école, donc je comprends les deux autres frères et sœurs. Mais toi, tu t'es inventé une vie, tu t'es créé une vie finalement complètement hallucinante assez tôt. Folle, ouais. Mes copains d'école hôtelière, quand j'ai fait un bout d'école hôtelière, à 16 ans, il m'appelait déjà le fou furieux. Donc la folie était assez proche, hein, on va dire ça comme ça. Et donc à chaque fois, c'est quoi? Tu reprenais une gérance, tu trouves un moyen de racheter l'endroit, tu revendais, tu l'as fait quoi, genre mais plein de fois. Donc, plein de fois. Alors, j'ai eu beaucoup d'affaires. Alors, on va pas revenir sur ces affaires-là, mais j'en ai eu beaucoup. Effectivement, quand je me suis, comment on dirait, rangé les voitures. À Val d'Isère, là j'ai senti que c'était fini, quoi. Là il fallait que je m'installe là, et donc alors au départ à Val d'Isère, j'avais un hôtel que j'avais pris en gérance, pareil, qui s'appelait les Crêtes Blanches pendant 3 ans.
Okay. Et je faisais un carton. Mais un carton, quand je vous dis c'est un carton, les petits déjeuners, tous les hôteliers venaient manger chez moi. J'avais la queue au restaurant. Bon, pourquoi? Peut-être que j'étais un peu différent, mais j'aimais la cuisine. Hein. Ma mère m'avait rejoint, on cuisinait très bien. Et puis, ça, j'avais loué cette gérance à un propriétaire qui, après, bien sûr, vu le succès, a loué cet hôtel aux Anglais et il a triplé le prix du loyer. Donc, je suis parti. J'ai ouvert un petit restaurant gastronomique qui s'appelait La Petite Folie. Et là, le maire, La Petite Folie, oui, déjà, et le maire, M. Degoué, le maire de l'époque à Val d'Isère, m'a dit, Luc, il me laissait bien, il m'a dit, écoute, on va faire des travaux, on va te raser, etc. Je lui ai dit, mais oui, je vais me raser, pas possible, qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, écoute, on verra, on t'indemnisera, mais c'était dans la rue centrale. Donc effectivement, le restaurant a été rasé, et là, j'ai pensé à la restauration d'altitude. Je ne connaissais pas bien, mais quand j'avais fait l'école hôtelière à Thonon-les-Bains, j'avais un copain qui s'appelait Pierre Vial à l'époque, et ce garçon m'a beaucoup aidé, puisque c'était vraiment un personnage fantastique, et je lui ai dit, écoute, viens, on me propose un restaurant d'altitude, qu'est-ce que tu en penses? Lui, il était à Villard-de-Lans à l'époque, et il est venu, et il m'a dit, c'est un bon coup. Voilà, un bon coup, alors on va faire. Bref, j'ai acheté. Là, j'ai acheté le fonds de commerce, là, tout de suite. Après, j'ai acheté les murs plus tard. Mais au départ, il n'y avait rien. Il y avait 20 mètres carrés, quoi. Ça, c'est l'endroit que je connais, que j'ai vu, qui était la fruitière, la première Folie Douce, là, à cet endroit-là. La Folie Douce, d'abord. Oui, la Folie Douce, d'abord. Ouais. Mais et avant cette affaire, dans toutes celles que tu as eues, tu t'es planté, on t'a viré, on t'a pris pour plus cher, mais il y a des moments où tu as fait des banqueroutes, tu as fait des choses où tu as réussi toujours à te tenir à flot. Alors, désolé, je sais que c'est bien d'avoir non. Mais moi, j'ai toujours réussi. Mais toutes mes affaires... Non, mais c'est très clair. Toutes mes affaires, mais ça, j'avais vu à Paris, ça, quand j'étais à Paris. J'avais remarqué ça déjà. Toutes mes affaires ont fermé, les affaires que j'ai fermées, à cause du succès. Si je peux apporter quelque chose aux jeunes, etc., c'est vraiment, quand ils n'ont pas les moyens, c'est éviter les études de marché, mais surtout avoir du bon sens. C'est-à-dire que dans les affaires de restauration et de bar, il faut éviter les nuisances. Mais toutes les nuisances, de quelles qu'elles soient, en France. C'est bien en France. Si vous êtes à la Nouvelle-Orléans, c'est pas pareil. Okay. Voilà. France, c'est le bruit. Surtout faire attention à ne pas embêter les voisins. C'est-à-dire que, voilà, parce que de toute façon, à terme, vous allez fermer. Donc ça, je faisais très attention. Le monde à l'extérieur, parce que moi, quand j'avais du monde, des fois, c'était des kilomètres de queue. Hein. Ah, oui, à Lagrange, quand j'étais à Lagrange, c'était... j'avais des parkings à 3 km. Je me souviens de Drucker, de Carlos, tout ça, et les mecs, ils n'en pouvaient plus. Ils arrivaient, ils transpiraient en arrivant chez moi. Parce que tellement ils se garaient dans les champs et tout pour venir à la grange. Non, ça, c'est important. Et quand vous ne faites pas une bonne étude environnementale à côté, vous allez, effectivement, d'échec en échec. Moi, j'ai fermé les affaires, pas fermé uniquement, et toujours bien avec les propriétaires. Vous ne trouverez pas un propriétaire qui m'en veut. C'est-à-dire que j'ai travaillé même avec des grands noms. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai travaillé avec Gérard Brémond, qui était PDG de Pierre et Vacances. Je parlais à Gérard Brémond, je veux dire, il m'appelle, on se voit tout le temps. J'ai travaillé avec le groupe Barrière Dominique de Sienne. On a ouvert la Folie Douce au Majestic à Cannes, 3 ans. Sur la page du Majestic, on a fermé à cause du succès. Trop de succès, trop de monde, voilà. Mais j'ai lu, c'est fini avec Barrière, parce que j'ai cru lire. Ah, je croyais. Oui. Ok, d'accord. Oui, c'est fini. On a fait Deauville, pareil. Deauville, à cause du succès, Deauville, on ferme. Les endroits. Parce qu'il y avait trop de bruit, justement. Parce que de bruit, non, ou même de flux, quoi. Ou alors, quelquefois, quand je suis en licence, quand c'est moi qui gère, oui, mais quand je suis en licence, c'est de leur dire, mais attendez, ça ne correspond pas à mon concept, parce que moi, je suis cuisinier, comme tout le monde, mais vous savez ce que je veux dire, j'appelle ça, il y a beaucoup de gens, je les appelle les bouches à vin. Ils savent pas ce qu'ils goûtent, ils savent pas ce qu'ils mangent. Mais moi, je peux vous dire, avec ma femme, on mange, le restaurant, quand je vais dans les étoilés, je demande au maître d'hôtel de ne pas nous dire ce qu'on mange, et c'est nous qui lui disons qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. Oui, mais les gens ne sont plus capables de ça. Donc, nous, ce qui est certain, c'est qu'on est très attaché à la qualité, mais la qualité dans tous les métiers, parce que j'ai fréquenté ces métiers.
Bon, c'est l'excellence, quoi. Et d'ailleurs, je change de sujet. L'année dernière, j'ai trouvé une dame incroyable. Parce qu'on fait énormément de formations, on en reparlera. Mais c'est normal, on s'appuie sur des fondamentaux pour nous. Puisque comme on se développe, on est obligé de former les gens, la nouvelle génération, les générations Z. Et donc, on Combien d'employés pour la Folie Douce 180. À la Folie Douce 180, l'année prochaine, on va être 240. Entre 240 et 250. Mais l'année dernière, j'ai trouvé une dame... Tous les restos et tous les restos... Non, 800 au total. 800 au total, c'est bien ce que je me disais. Oui, 800 au total, mais sur Val d'Isère. Ouais. Et après, sur les arcs, qui sont plutôt 120 maintenant aujourd'hui. Mais... tu as rencontré une dame, tu me disais, Oui, Fanny Nussbaum, qui est une spécialiste, professeure, agrégée, je l'appelle presque un prix Nobel de neurosciences, moi. Et elle a écrit un livre l'année dernière sur l'art de l'excellence. Je regarde ça, je la vois, je dis, waouh, c'est l'excellence, c'est exactement ce que j'aime, quoi. Le luxe, bon, oui. Le luxe, on va pas en parler là, mais je suis plus sur l'excellence que sur le luxe. Et l'excellence pour tous. Et donc, j'ai dit à Fanny, écoutez, vous voulez pas me faire une formation? L'année dernière, elle vient, elle fait une formation. Ma femme est psy, donc elle fait beaucoup de formations en PNL avec tous nos collaborateurs font de la PNL. Programmation neurolinguistique. Voilà, programmation neurolinguistique. Mais sur l'excellence, et j'avais vu le livre là, et je prends les 15 premières pages du livre de l'art de l'excellence, je m'endormais, quoi. C'est pas pour moi. J'ai pas les neurones suffisamment développés pour lire ce truc. Donc j'ai pris le bouquin, je l'ai balancé. Mais par contre, on l'a pris pour former les gens. Et Corinne, ma femme, me dit, écoute, on va faire un truc, l'excellence. Écoute, on va commencer par les plongeurs. D'habitude, on prend que les managers qui ont 10, 12 ans. Le plongeur, tu le formes en dernier si jamais tu le formes. On est d'accord. Voilà. Ce qui n'est pas une bonne idée, probablement. Dis-moi, ouais. Les plongeurs ont été formés par Fanny Nussbaum. Non, mais c'est un truc de dingue. Cet hiver, ils sont allés voir Corinne. Est-ce qu'on pourrait reprendre une formation et tout? Et ils ont, les plongeurs, pour la première fois, embrassé ma femme tous les jours. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un problème. C'est même pas un problème. C'est qu'ils sont devenus excellents. Elle a réussi à leur faire comprendre que la plonge, on pouvait être excellent. La vaisselle, nickel, les trucs rangés. Ils sont là, mais oui. Tu sais comment? Comme un diplôme. Tu sais comment elle a réussi? Fanny Nussbaum? Ouais. Je crois que son fils est sportif de haut niveau, il est à Lyon. Mais comment elle a réussi à les convaincre, eux? Vous en avez parlé un peu? Oui, un petit peu. Elle commence par dire qu'elle est la meilleure. C'est-à-dire qu'elle dit, dans son principe, que comme un prix Nobel, elle n'a rien à apprendre de tout le monde. Elle est la meilleure. Donc, je le dis. Eh bien, les plongeurs, faites comme ça. Vous êtes les meilleurs. Eh ben, voilà, vous êtes excellents. Moi, je suis excellente. Voilà, un peu, si on voulait dire, mais... Oui, ça commence, c'est vraiment une des bases de la programmation neurolinguistique, c'est de t'affirmer à toi-même et peut-être aux autres que tu es le meilleur et de leur prouver ensuite. C'est un peu dans l'idée. Elle est vraiment extraordinaire. Enfin voilà, c'est pour l'anecdote. Et toi, tu es le meilleur ou pas, Luc? Ah, moi, certainement pas. Moi, alors, si je suis le meilleur, c'est d'avoir compris, alors peut-être le meilleur pour ça, oui, c'est d'avoir compris, d'accord, que j'étais une burne et que tous les employés que j'allais avoir allaient être meilleurs que moi. Et comme j'étais... ma première boîte de nuit, pour revenir à ça, ma première boîte, parce que j'ai vraiment pas d'argent... Avant la Grange. Oui. Ah, bien avant la Grange. Là, j'ai dû avoir 18 ans. Non, je vais pas dire encore 18 ans. C'était à Orsières-Merlette. J'avais ouvert une boîte, c'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Krief, j'ai fait une épicerie, et il avait un local en dessous. Et j'étais moniteur pour la première fois à Orsières-Merlette. C'est une petite station des Alpes du Sud avec un copain. Et je lui dis, on va ouvrir une boîte de nuit là-dessous. Il m'a dit, OK. Il m'a loué ça pendant 3 ans. Et j'avais 17 ans. Et la première année, 17 ans, j'étais propriétaire d'une boîte de nuit. Enfin, c'était moi qui étais gérant de la boîte de nuit à Orsières-Merlette. J'allais plus y penser à ça. Incroyable. Non, mais voilà. Et je veux dire, pour revenir, le meilleur, c'est que j'ai su très tôt qu'il fallait que je m'entoure que de gens plus forts que moi. J'avais que des gens plus forts que moi. Bon, donc c'est plus facile. Aujourd'hui, il y a encore quelques... ça fait 2 ans que je vais plus dans les grands messes. Les grands messes, en début de saison, on prend les 180 employés, on les réunit dans un palais congrès, chacun se présente, ils ont 1 minute pour se présenter, etc. etc. Bon. Et à un moment donné, à la fin, il me donnait le micro. Moi, c'était plutôt ma femme et puis tous les collaborateurs, les managers.
Moi, j'étais plutôt le papy, créateur de trucs. Et je leur disais, écoutez, de toute façon, dans la salle, là, levez la main. Et je suis pas un humoriste, hein, mais ils ont levé la main. Mais c'est pas possible. Je suis sûr qu'il n'y en a pas un, d'accord, pas un, ok, qui soit plus faible que moi, enfin plus faible que moi. Moi, je voulais lever la main ceux qui n'ont pas pu aller jusqu'en 4e. Il n'y avait que moi qui ai levé la main. Donc voilà. Donc si vous voulez, c'est clair. Et après tout le long de ma vie, j'ai corrigé. C'était comme ça, mais j'ai corrigé mes secrétaires, les gens. C'est moi-même qui corrigeais les gens que je prenais, mais parce que à cette époque-là, quand on avait 14 ans, on avait déjà instruit les parents, on avait quelque chose en nous. Je dis pas de faute. Enfin bon, là maintenant, aujourd'hui, vous prenez un gamin de 14 ans, je suis pas sûr qu'il est obligé qui va arrêter l'école, oui, c'est pour ça. Va corriger des énarques ou des polycliniciens. Et si je vais beaucoup plus loin, et on reviendra après sur la création de la Folie Douce, et puis justement, parce que on parle de self-service, je crois même dans les années 80 au début, mais si je viens aujourd'hui et que je prends toutes ces expériences et de boîtes de nuit et de... Toi, ce qui réunit tout ça, alors même si tu as des restaurants qui sont très bons quand même, hein, mais l'essentiel de votre job à la Folie Douce, c'est la fête? Non, on fait encore 70% du chiffre en restauration. Okay. Non, on pourrait dire, je sais pas comment il faudrait l'appeler, mais de la cuisine musicale. Quand ça fait 6-7 ans qu'il y a des dîners à l'Élysée, où le président de la République invite les grands chefs français, 3 macarons, 2 macarons. Moi, j'étais invité, la première fois, j'ai demandé pourquoi j'étais invité, parce qu'il y avait 2 personnes qui était assez bizarrement. Il y a une dame qui s'appelait Carla, qui est du côté d'Uzès, et qui a un restaurant, un routier. Et tout le reste, c'est que des 3 macarons, 2 macarons de tous les grands chefs qui nous connaissent. Et à un moment donné, quand on est présenté, comme ça, le président dit, bah oui, vous êtes invité parce que vous êtes le seul chef, c'est les chefs qui vous ont dit de vous prendre parce que vous êtes le seul chef, vraiment, qui fait danser les clients sur les tables. Parce que Ducasse ne fait pas danser les gens sur les tables. Ni Pierre Gagnère, ni personne. Non, mais vraiment, objectivement. Voilà, c'est là, parce que quand on est gastronomie, un macaron, voilà. Mais nous, moi, ma force, comme je vous l'ai dit, dans tous les domaines, dans tous les métiers que vous pouvez aborder, c'est d'avoir pris les meilleurs. Donc moi j'ai les chefs étoilés, mon chef exécutif, et il y en a 2 qui ont une étoile, mais il a 2 macarons Michelin, le chef de la Folie Douce, mais par contre, on ne le met pas en avant. C'est-à-dire que, comme il est bien avec nous, on n'a aucune raison de dire qu'il est 2 macarons Michelin. Nous, on fait ce qu'on appelle de la bonne cuisine, quoi, voilà. Et c'est un peu comme ce qu'a fait ensuite, hein, mais le Piaf ou toutes ces, je sais pas si tu connais ces concepts finalement qui sont pas mal répandus, c'est-à-dire on dîne ou on déjeune et après on monte sur les tables. Déjà on monte pas sur les tables pendant qu'on déjeune, on dîne, c'est problématique, mais moi c'est pas ça. Non, nous c'est pas ça, c'est ni prétentieux ni rien, mais on n'est pas ça. La Folie Douce, elle est différente du Piaf, différente de tous les fermes d'amour. C'était bien avant, hein, ça je le sais. Bagatelle. Oui, non, mais on est différent. On est différent d'abord parce que dans ces établissements-là, on serait plutôt, les Nikki Beach, etc., on serait plutôt à refuser les enfants. Et nous, on a, dès notre départ, adoré les enfants et on a dit, même si on s'amuse, les parents viennent avec les enfants. Donc dans ces établissements-là, c'est l'alcoolisation, etc. L'alcoolisation, peu importe, mais on interdit les enfants. Nous, et on continue. Donc on n'est pas dans le même sujet. Puis après, bon, moi j'ai rien contre les vieux, c'est pas moi qui l'ai inventé. Coluche, il a dit les vieux, il faut les tuer dès la naissance. Voilà, et c'est un bon sujet, à une bonne réflexion, à très plein d'humour, mais c'est exactement ça. Tu n'acceptes pas les vieux du coup? Voilà, non, c'est que les vieux sont aigris, etc. Et même dans la musique, quand vous dites, par exemple l'année dernière, à un moment donné, j'avais jamais vu ça sur ma terrasse. C'est simple, les gens prennent des serviettes, il faut tourner les serviettes. Bon, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc moi je suis allé voir la maître d'hôtel, je suis allé voir le DJ, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et donc moi j'ai dit à tous les serveurs, vous demandez aux gens de mettre ces serviettes, sinon ils s'en vont. Je vois pas, nous c'est pas notre truc, quoi. Dans les serviettes, moi quand je vais à Ibiza, je vois pas les serviettes qui... C'est une programmation musicale, on respecte les compositeurs de musique, ce qu'on fait, quoi. On essaye de faire quelque chose, quoi, qui est entre, c'est peut-être pas le Cirque du Soleil, un peu du Puy du Fou, fin de l'animation, mais on fait quelque chose qui est réel, et on fait ça pour les jeunes. Je vois pas, moi, des gamins qui, là, ouais, c'est ça, bon, bah,
je comprends pas tout ça. Puis j'essaye pas de comprendre. C'est marrant. À la fois, je comprends le trip de la gênance de tourner les serviettes, et à la fois, faut le faire pour empêcher les gens de le faire. En fait, c'est un choix assez radical. Oui, ils nous comprennent, ou s'ils nous comprennent pas, ils vont dans d'autres établissements. Mais non, nous, c'est dur de respecter ces métiers, parce que dans la fouille douce, il y a beaucoup de métiers qui, quand je parlais de l'excellence tout à l'heure, qui sont excellents. On fait beaucoup de formations, donc c'est un respect, quoi. C'est un peu, j'avais vu ça la première année à la folie douce de Méribel. Oui. Il y avait un Russe qui était là, qui avait réservé toute la terrasse, et j'étais là ce jour-là, et je vois que Mathieu, qui gérait la folie douce, il y avait un petit télécabine où on mettait les grands magnums de champagne, vous savez, puis ça traversait, ça descendait, puis là-bas, puis il arrête la musique, et là tous les gens regardent, il faut applaudir. Je me mets là tout seul un peu, je réfléchis, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore là? On arrête la musique, mais pourquoi? Parce que les mecs, ils ont un peu de pognon. Ouais. Du coup, je suis allé voir et je lui ai dit, non, mais ça marche pas. Tu arrêtes tout de suite à la folie douce. C'est pas ça du tout. Nous, c'est pas parce que les gens ils vont réserver des tables et tout qu'ils ont le droit à la parole plus que celui qui est là, qui est... Ça, c'est clairement très répandu désormais. C'est vrai que dans toutes les espèces d'énormes boîtes de nuit, maintenant, tu te retrouves, si tu prends une très grosse table à 45 000 €, ce qui m'arrive pas très souvent, soyons honnêtes, mais ils arrêtent la boîte, ils te font une sorte de grande colonie qui arrive et qui débarque avec les bouteilles dans tous les sens. Vous faites pas ça, vous? Non, pas du tout. C'est pas notre ADN. Non, mais attendez, je respecte. Hein. Je peux très bien aller là. Délire, voilà, chacun, c'est comme les religions. Non, mais c'est pas notre truc du tout. Je pense que nos clients, à la base, les jeunes qui nous ont fréquentés à l'âge de 15-16 ans, maintenant, ça fait 30 ans. Aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas réussi, mais il y en a qui sont très brillants, qui ont beaucoup d'argent et qui reviennent avec les enfants. Et qui reviennent pour ça, parce qu'on les a respectés à l'époque où ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Bon, c'est pas bien, mais c'est notre ADN et on ne va pas le changer. Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas changer entre ce que j'appelle cette cuisine musicale. La cuisine, ça se respecte, la cuisine, vous savez, le bien manger, etc., français, et on rajoute la musique, et voilà. Et la musique, c'est aussi de la bonne musique. Enfin, on essaye. Voilà. Qu'est-ce que c'est la secret sauce de la folie douce? Qu'est-ce que, si t'as un franchisé ou si t'as je sais pas, les grandes règles, les grands piliers de la folie douce, qu'est-ce qui fait le succès de ton concept? La nourriture, le côté artistique, vraiment le côté artistique, et ensuite, surtout, maintenant, les formations. C'est collé vraiment chaque année à les formations. Je pense que la technicité des gens, des grands managers, même dans les boîtes, les grandes entreprises, les ingénieurs, etc., tout ça, aujourd'hui, il faut se former, on n'a plus la même technicité. C'est-à-dire que, je dirais, avant, vous preniez quelqu'un pour 30 ans, 20 ans, 30 ans, il restait dans la boîte, il était performant, extraordinaire. Aujourd'hui, franchement, avec les réseaux sociaux, au bout de 2 ans, on n'est plus rien. On n'a pas de connaissances. Donc, c'est pas parce que vous prenez quelqu'un qui aurait fait, je sais pas moi, Centrale, ENA, etc. Non, il faut se remettre à jour. Et dans les grandes écoles, comme chez nous. Donc, c'est ça qui, à mon avis, a un peu changé. Et on forme à quoi chez vous? Enfin, tu disais, alors à la plonge, mais on forme à tout, de chaque métier. Alors nous en formation, ça fait plus de 20 ans qu'on forme les gens avant tout le monde. Bon, on a commencé par le coaching, le management. Après, on faisait expression corporelle pour tout ce qui était des serveurs, ceux qui allaient au grand public. On fait... Et surtout, je m'applique à ce que je vous ai dit sur la technicité, je m'applique même à changer les formateurs. C'est-à-dire que avant, on prenait des formateurs pour 3, 4 ans, 5 ans des boîtes, et maintenant, on les change. Il y a 2 ans, on a eu un prêtre qui a monté sa boîte de formation. On l'a pris tout de suite parce que on trouvait que c'était assez intéressant. Il était intéressant.
il y a 2 ans aussi, on a pris un urgentiste qui a monté sa boîte. Et là, hier, en réunion, justement, on était avec les Américains parce qu'on va se développer aux États-Unis. Et Arthur m'a dit, mais souviens-toi, l'année dernière, on a fait venir un ingénieur qui a monté sa boîte au Groenland, enfin, un trip incroyable. Mais on fait interview. Je vous ai dit, Fanny Nussbaum, pareil, l'art de l'excellence. Je veux dire, elle n'avait jamais fait de formation. Hein. Et ton urgentiste, ton prêtre, ils ont formé sur quoi? Pardon? L'urgentiste et le prêtre, ils ont formé sur quoi? Sur du management, sur sur tout ce qui était émotionnel. Alors là, l'année dernière, j'ai fait venir une fille, je me souviens plus de son nom, sur l'intelligence émotionnelle. On a déjà dépassé, nous, l'intelligence artificielle, on peut tout savoir. On est parti sur l'intelligence émotionnelle, ça a marché très fort. Ouais. Non, mais même former tes serveurs, serveuses sur le mouvement, tu disais sur le corporel, enfin, ça vous faites, quoi, avec des chorégraphes ou des... Oui, alors on faisait ça avec des chorégraphes et oui, effectivement, et des comédiennes, plutôt des gens qui étaient des artistes, comédiens. Alors ça, ils avaient monté leur boîte, je ne me souviens plus son nom, cette fille qui nous avait fait ça pendant 2-3 ans. Et ça fonctionne, ça, quand ça donne le résultat, c'est quoi? C'est que t'étais... Oui, le résultat, ça donne... comme je vous ai dit que la Folie Douce, c'était toujours... on essaye d'être en avance, hein, d'être très en avant des programmes. J'ai remarqué que ça, maintenant, ça commençait un peu à pas se démoder. C'est pour ça qu'on avait tellement de monde qu'on n'a plus le temps. Un chef de rang, un maître d'hôtel, des gens à l'accueil. Vous savez que, comme on parlait tout à l'heure du groupe Paris Society, etc., ils ont des normes, les gens à l'accueil. Nous, on n'a plus la possibilité de parler aux gens ou de leur dire il faut faire ça. Et les gens, ils veulent nous connaître, ils veulent aller dans les cuisines. Donc on a un métier, ça fait 3 ans, même un peu plus de 3 ans, qu'on a 3 filles, c'est des guest solutions, qui font rien dans la maison, que faire visiter la maison. Nos clients veulent aller dans les cuisines. Il y a très peu des restaurants que vous connaissez. Les clients demandent d'aller dans les cuisines. Ils parlent avec les cuisiniers. Et ils visitent la maison parce qu'on est quand même sur plus de 5000 mètres carrés. 5000 mètres carrés, c'est grand à visiter. Nous, on n'a pas un serveur qui peut prendre entre 30 et 40 minutes pour faire visiter la maison. Hein. Ça, on parle de Val d'Isère, toujours, oui. Oui, Val d'Isère, oui, mais même les autres. Et donc, on a inventé ça. Et puisque vous revenez ça à l'expression corporelle où les gens avaient une attitude pour parler avec les gens, maintenant, ça va tellement vite qu'ils n'ont plus vraiment le temps. Donc, on a inventé un nouveau métier qui est discuteur. D'accord. Voilà. Discuteur, c'est... je fais rien, je viens m'asseoir, quelqu'un est tout seul ou à 2, je m'assois à côté et je vais bosser à la Folie Douce, moi c'est bon, discuteur. C'est qui tu pourras me présenter ton DRH que je puisse postuler? Discuteur. Ah non, c'est... On peut aller skier en discutant si tu veux aussi. Mais... Non, mais c'est ça, quand les gens, parce qu'on a 80% d'étrangers. Et les gens, ils arrivent d'où? Il faut être polyglotte, en revanche, pour être discuteur. Ouais, ah oui, ça là, oui. Alors là, par contre, les langues, elles sont parfaites. C'est vrai. On a une fille, comme on respecte les Parisiens, beaucoup. On aime les Parisiens aussi. On a une fille qui travaillait à Paris, qui était un ancien top modèle à Paris, Marie. Et je l'envoie toujours avec les Parisiens. Parce que on ne peut pas mélanger. Quand il y a les Brésiliens, c'est autre chose. On a beaucoup de Turcs, beaucoup d'Israéliens maintenant, beaucoup du Moyen-Orient. Bon, c'est des communautés un peu différentes. Mais comme les Parisiens, c'est une communauté aussi un peu différente. C'est le pire. Voilà. Non, pas le pire, mais Marie s'en occupe bien. C'est la seule qui réussit. Ouais. D'accord. Donc ouais, t'as un nombre de métiers quand même hallucinant. Alors c'est vrai que faut s'en rendre compte, hein, quand on travaille là-dessus, tu me disais 800 personnes au total. Vous opérez encore 2 restaurants, c'est ça, en direct? En propre, oui. En propre. Donc sur ces 2, vous devez avoir quoi, à peu près 300 personnes, quoi? Oui, c'est ça? 300. Ouais. 300. J'ai lu 64 millions de chiffre d'affaires en 2024, c'est ça? Oui. C'est complètement dingue pour un groupe de... Oui, enfin, un groupe comme moi, oui, au départ. Oui. Moi, je suis rien sans bien sûr. sans Betty et sans Camille qui sont à côté de nous. Non, mais bon, non, c'est pas grand-chose. C'est une question d'organisation, quoi. Voilà, c'est rendre les choses faciles, quoi. Là, hier, je faisais visiter les franchisés
et je leur disais, quand vous passez un certain volume, vous viendrez nous voir. Ils ont un volume qui est acceptable pour avoir une seule cuisine. Et je leur faisais visiter et ils ne comprenaient pas pourquoi, dans les 3 restaurants que j'ai, parce qu'on a beaucoup de couverts dans ces restaurants, pourquoi j'ai fait des cuisines dédiées. C'est-à-dire entrée, plat, dessert ou non, rien à voir. Rien à voir. J'ai fait une cuisine très grande. Elles font tout à environ entre 150 et 200 mètres carrés de cuisine. Il y a une cuisine dédiée à la fruitière avec un chef, une plonge, du service. Et là, autrement, normalement, souvent, dans les grands palaces et tout, on fait une cuisine collective, on fait une cuisine généraliste qui va envoyer tous les restaurants. C'est très bruyant, c'est pas très sympa, etc. Même si vous avez plusieurs cuisines. C'est l'usine. L'usine. Ouais. Alors nous, c'est d'une tranquillité quand vous viendrez nous visiter. Vous verrez. C'est pour ça que les gens viennent nous visiter. C'est que voilà, le chef italien, il va même pas croiser pendant un mois, il va pas croiser le chef qui fait de la cuisine française. Vous voyez ce que je veux dire? Ou la nouvelle cuisine, le café de la gare qu'on va ouvrir l'année prochaine. Voilà, parce que ça, c'est vraiment un très, très grand moment l'année prochaine. On avait racheté une gare de télécabine qu'on a rénovée et sur lequel on avait... la daille, c'est ça, là? Oui, à la daille, oui. Ouais, en haut, là, ça va s'appeler la petite cuisine pour les autres, pour qu'ils viennent voir. Si vous voulez, la tendance, nous, on n'est jamais dans la tendance. Bon, c'est comme ça, on invente. Donc, on a remarqué que en France, tous les self-service sont fermés. Bon, voilà, chez Intermarché, enfin, peu importe, Casino, les Flunch, voilà. Bon, très bien. Donc, les Français n'aiment plus la restauration rapide, enfin, comme ça. Bon, et ben nous, on va réhabiliter le self, mais d'une autre manière, avec une cuisine ouverte, avec un paiement différent. Mais on va donner de la fluidité, on va mettre des grands cuisiniers. C'est comme si on mettait Bocuse, si on veut le ressusciter, ou des gens derrière une chaîne de self. C'est pas rien ce que tu dis, je crois, parce que si je ne m'abuse, Luc, tu reviens quand même sur une décision que tu as prise dans les années 80. C'est-à-dire que toi, tu as fermé tes selfs pour faire du service à table, il y a longtemps. Oui. Et là, tu te dis, on va faire le chemin inverse. Parce que tu dis, là c'est bon. C'est jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction, quoi. Je ne sais pas si c'est la bonne direction, parce qu'on va essayer l'année prochaine, mais vraiment, je pense qu'il y a un truc à trouver, celui qui, entre, je dirais, les McDo, tous ces services à la borne, là, non, on va faire du service, pas de borne, vous voyez, pas de commande comme ça, beaucoup d'interactivité, mais vous verrez ce concept, on ne peut pas le décrire là au micro, mais c'est sur 1000 mètres carrés, et dedans, on va intégrer les enfants. Parce que comme je vous l'ai dit depuis le départ, les enfants, c'est notre ADN. Voilà, les enfants. Et donc là, on va faire 3 ateliers des enfants. Même si on est un peu la montagne, loin, on sait prendre des bons consultants. Donc, je conseillerais 2 très jolies jeunes filles qui s'appellent Margot Cléac et Juliette Filippetti, qui ont fait Polytechnique et qui ont monté à Paris des ateliers pour les grands groupes. Et je les avais repérés, je leur ai demandé, mais écoutez, les ateliers d'enfants, ça vous intéresserait? Ils ont réfléchi, ils m'ont dit oui. Ça fait 2 ans, on a fait faire une étude, j'ai pris une étude de marché avec elles. Ils ont fait un super boulot. Je croyais que tu n'aimais pas les études de marché, moi. Sur un investissement comme ça, dans la gare, on investit un peu plus de 12 millions d'euros, un peu plus dans cette gare-là. Donc, bon, il valait mieux faire les ateliers. Donc, bon, pour vous dire que j'ai eu raison, puisque à un moment donné, moi, j'aurais dit, par exemple, il y avait un atelier poterie, un atelier danse. Bon, pour ces 2 ateliers, je vais vous dire, il y en avait d'autres. Hein. Quand ils ont interrogé les enfants, certainement pas les minots à 6 ans, 7 ans. Vous croyez pas qu'on va aller en vacances pour danser? Déjà, nos parents nous font chier pour aller danser à Paris et la danse, surtout pas la poterie. Donc, on a gardé les ateliers qui étaient légitimes pour nous et surtout que les enfants voulaient. Donc, on va voir le succès qu'on aura. Tu peux me dévoiler un atelier quand même ou pas? Alors, il y a un atelier chocolat. Okay. Un atelier chocolat, c'est très drôle. C'est une très grande machine à chocolat. Ça n'a rien à voir avec les fontaines à chocolat que vous connaissez. Vous avez un écran devant vous, vous appuyez pour les enfants. Les formations sont entre 6 et 14 ans. Vous appuyez sur un bouton sur l'ordinateur, hop,
chocolat au lait, si vous aimez le chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat noir. Chocolat cool. Donc, les enfants, quand ils arrivent, bien sûr, avant, ils ont leur tiroir, qui est tout préparé, bien sûr. Ils ont leur tablier et ils ont des moules. Ils choisissent les moules qu'ils veulent. Bon, s'ils préfèrent le canard, ils ont le canard. S'ils veulent un poulain, bon, les animaux, voilà, etc. Et ils ont leur moule. Le chocolat cool, il y a une pédale en bas de... Il faut bien leur montrer la pédale, il ne faut pas qu'ils la ratent, parce que sinon le chocolat, il continue à couler. Et donc, ils appuient sur la pédale, le chocolat s'arrête, l'animateur est là à côté, on prend la plaque. C'est très simple. On part sur le frigo qui est juste à côté de la machine à chocolat. Il y a 20 minutes de prise. Okay. Le chocolat est pris, ils ressortent, ils ont leur chocolat, ils mangent leur chocolat. S'ils veulent faire des tablettes de chocolat, on prend les moules, on leur fait faire des tablettes. Les tablettes, on a une imprimante à leur nom, ou alors avec la fouille douce, à leur nom, et ils repartent avec une tablette de chocolat. Ça, c'est un atelier, par exemple, très spécifique. Le deuxième atelier, c'est Fashion Junior. Alors, Fashion Junior, c'est... On croit toujours qu'on invente, on croit inventer, mais sur la planète, il y a toujours quelqu'un qui... Oui. J'ai revu ça récemment, j'ai dit, tiens, j'ai rien inventé, c'est comme ça. Une chaîne qui s'appelle Channel TV, une chaîne anglaise avec vous regardez une appli qui s'appelle Tutu du Monde. Enfin, bon, c'est fantastique, c'est quoi? On achète des tenues, dans les grandes marques ou pas, et on a chez nous des stylistes. Okay. On a ça déjà dans le chorégraphe, dans les costumiers, tout ça, mais on a des stylistes, vraiment des filles superbes. Et donc, c'est elles qui nous ont amenés vers ça, pour affiner l'atelier Fashion Junior. Et donc là, les stylistes vont habiller les enfants, les habiller. Dès qu'ils sont habillés à mode avec le style, les enfants ils ne savent pas s'habiller, donc on les habille vraiment. On les met dans un photoshoot. Tout de suite, la photo part aux parents. Et on vit quand même un peu, il faut quand même aussi gagner un peu notre vie, hein. Donc là, normalement, les parents sur les pistes, ils voient les enfants, ils disent, mais c'est quoi, c'est pas le mien celui-là. Et les enfants disent, mais papa, si tu veux, tu viens me voir, je fais un défilé de mode à midi. Donc, hop, ils skient avec leur moniteur, ils reviennent nous voir à midi. Normalement, c'est comme ça qu'on a prévu. Donc on aura encore plus de monde. Okay, moi, je pense que c'est pendant que les parents étaient en train de picoler, moi. Non, parce que ça, c'est le matin. Okay. Et l'après-midi, s'ils veulent. Donc c'est le deuxième atelier. Le troisième atelier, c'est un atelier très pointu, qui a demandé un peu de temps. C'est un atelier composition musicale. C'est-à-dire que les enfants... Alors là, ça va être à partir de 7, parce qu'à partir de 6, c'est un peu petit. Et on voulait au départ les apprendre à mixer, etc. C'est très compliqué d'apprendre les DJ, mais mixer pour les enfants, c'est très compliqué. Donc on est revenu dessus, on a des ingénieurs son et on a surtout des compositeurs de musique. Nous, on a un compositeur chez nous à l'année, un compositeur de musique classique, Hugo Hénard, et on a un autre gars, Antoine, qui est plutôt dans la musique électro, on les avait travaillé. Donc on a produit des tablettes, c'est des ateliers de 12 enfants, ils ont 12 tablettes, et là, ils ont des sons. Donc ils peuvent mixer, on les apprend à mixer sur des sons, à mixer des sons, etc. Ils ont une clé USB à leur nom, et au bout d'une heure et demie de sons, sur lesquels on les a aidés, ils repartent avec leur musique, et on peut dire que même ils ont la propriété intellectuelle de cette musique, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment à eux. Donc, quand ils ont 10 ans, ils peuvent y réécouter leur morceau à 15 ans ou à 16 ans, enfin, s'ils veulent continuer, voilà. Et sur tout ça, tu es à la manœuvre encore? Là, tu connais tout ça sur le bout des doigts, mais tu participes, tu crées, c'est toi qui fais tout ça? Oui, bah, c'est normal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si j'avais dit Coluche sur les vieux, moi, les enfants, ils m'ont mis un peu à l'écart. J'ai dit, est-ce que j'ai levé le doigt? J'ai dit, est-ce que vous pouvez me laisser un petit truc? Directeur créatif, ça existe dans les grandes boîtes. Il m'a dit, bon, si tu veux, allez, vas-y, fais de la création. Voilà. Donc, du coup, par contre, il n'y a pas beaucoup d'assistantes qui veulent me suivre parce que toutes les nuits, j'écris, je leur donne des dossiers, les pauvres, elles explosent. Donc, tu les as laissés aux commandes, sinon? Oui, Arthur et César, oui. Bon, tu les saoules pas? Ah non, mais pas ils vont peut-être écouter, hein, genre, non, tu les saoules pas? Certainement que je dois les saouler, oui, mais bon. Je dois les saouler, mais ce qui est sûr, c'est que... ils ont le champ libre, ils font ce qu'ils... Enfin, c'est eux qui pilotent. Veulent. Mais libres, ils sont revenus avec plaisir, puisque à 13 ans, alors, pour Arthur, oui, il avait 14 ans, on l'accompagnait, parce que comme on était en montagne, les études, c'était bien et tout, puis bon, c'était... Peu importe. En France, la scolarité, c'est une scolarité française. Bon. Comme je vous ai dit, je pense que j'aurais dû être américain. Malheureusement, je suis français. Mais bon, donc Arthur est parti à Washington, D.C. On connaissait personne. On l'a foutu dans une famille à Washington, D.C. à 14 ans. Bon, on ne parlait pas un mot de français à l'école. Ouais, bon, voilà.
Et on est allé le voir à Noël, il voulait absolument rentrer, il pleurait tout ce qu'il voulait, il comprenait rien, etc. Et moi, je suis parti, j'ai dit à ma femme, viens, on s'en va, on le laisse là dans la famille, on verra bien. Et au mois de janvier, février, il rêvait en américain, donc c'était fini. Bon, donc après, il voulait plus rentrer. Il avait 14 ans. Et là, nous, on n'avait pas les moyens. Donc, on lui dit gentiment, et là, il s'est fâché et tout, et on lui dit gentiment, non, tu veux pas rester parce que ça coûte cher, les études aux États-Unis, et puis il y a César qui a 2 ans de moins que toi, il va voir pareil. Donc, il est rentré, et à partir de là, ça a été un échec, il est rentré dans une école internationale à Aix, et donc, du coup, après, on lui a demandé ce qu'il voulait faire, il est allé à Barcelone. Et là, on a compris tout de suite qu'il voulait vivre l'expérience du monde, et il est allé passer son bac en catalan. Il n'est pas allé à l'école française à Barcelone. Là, c'était en catalan. Bon, alors vas-y en catalan, passe ça après le catalan, qu'est-ce que tu veux faire? Parce il est aussi chiant que toi, en fait. Voilà, et il est parti en Asie, et voilà, il est parti en Asie, il est parti 2 ans, et puis en Asie, comme il s'est fait virer, en Asie, comme moi d'ailleurs à l'époque, il s'est fait virer, et il est parti, et un jour il nous a appelé, tu es où? Et avec sa femme, mais je suis sûr que c'est vrai, hein, c'est Atlantique. Il était en Corée du Nord. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous en Corée du Nord? Il dit, je roule boîte de nuit, papa. Non, mais il a dit, non, je vais à l'anniversaire de la mort de Kim Jong-un, donc le père de Kim Jong-un. Il était dans les tribunes, il avait les photos, il avait les tribunes à côté de Kim Jong-un. Il est resté 3 mois là-bas. Du coup, il avait une copine à Pyongyang, et il est resté des mois. Et il allait en Corée du Nord, sa copine à Pyongyang à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Il est après. Et Arthur, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un citoyen du monde. Il a fait, je crois, tous les pays de la planète, mais il les a fait seul, pas en tant que journaliste. Il prenait une moto, chaque fois qu'il arrivait dans un pays, il passait 3 mois, et il traversait les pays en moto. Donc ça, c'est pour Arthur. Et César, c'est pareil, à 14 ans, il est parti à Stratton. Alors là, c'est pas pareil que Washington. Hein. C'était Stratton Mountain School, c'est dans le Vermont. Et là, il s'entraînait avec l'école américaine avec snowboard. Ok, snowboard. Donc, il est rentré, après il est rentré, il a rentré dans l'équipe de France, bon, peu importe. Ils sont blessés tous, ses copains, avant d'aller au JO de Sochi. Mais il est allé entraîner, le deuxième, César, est allé entraîner l'équipe à Whistler du Canada. Et quand ils sont rentrés tous les deux, c'est eux qui... Bon, ils sont rentrés... César, il a monté sa boîte de BTP. Bon, voilà, il a une 30aine de maçons, voilà. Et il fait sa vie. Il construit encore, là. Voilà, il construit, et Arthur, il est plutôt dans le développement. Donc là, comme lui, il aime beaucoup les États-Unis, je pense qu'on va... C'est une question de temps, mais on va réellement ouvrir aux États-Unis, c'est sûr. J'ai lu ça dans un article du Monde qui date d'il y a 2 mois. Oui, il y a 3 grandes compagnies aux États-Unis. Il y a une compagnie qui s'appelle Vail Resort, qui ont Aspen, justement Whistler, Beaver Creek, Vail, etc. Environ 140 stations. Après, il y a un autre groupe qui s'appelle Altera. Ils ont Mammoth, pour ceux qui connaissent bien le Colorado. C'est des très grandes stations. Ça, c'est un autre groupe. Ça, c'est plutôt des fonds. Et on s'est dirigé vers un autre groupe. Et c'est pas un groupe, c'est un privé comme nous. Seulement qu'il y a beaucoup plus d'argent que nous. Hein, aux États-Unis, il a carrément presque toutes les stations dans le Montana. Le Montana, c'est très grand, le Montana, et notamment une station qui s'appelle Big Sky. Et c'est là qu'on va aller. Donc, ils vont nous installer, pour vous dire, en principe, normalement, ça devrait se faire, hein, je pense, vraiment. Un télécabine pour nous. Donc, l'américaine. Hein, donc, un télécabine avec une folie douce à l'intermédiaire de la télécabine. Ils nous ont présenté, justement hier, avec les Américains, ils nous ont présenté la 3D de ce qu'ils vont faire, la Arthur, et tout ça, fantastique, vraiment très beau. Voilà. Et tout ça, ça s'appellerait pas la folie douce là-bas, si ça a du sens de garder le nom? Ah oui. Ouais. Aux États-Unis, oui. Oui. Mais si, c'est-à-dire que le développement, d'abord à tout va, bon, ça ne sert à rien. Enfin, pour nous, de se développer à tout va, vous parlez des grands groupes tout à l'heure. Non. Nous, on n'a jamais, pour l'instant, voulu aller d'abord sur la côte en France, la côte d'Azur. Si on était allé, ce serait plutôt à Ibiza, Monténégro, Croatie. On est plutôt international, vous voyez, notre clientèle. Puis pourquoi aller à Saint-Tropez, voilà, ça n'avait pas de sens. Non, on préfère se diriger vers la montagne. Dans l'hôtellerie et dans la restauration. Parce qu'en effet, pardon, vas-y, je t'en prie. Ah non. En fait, tout à l'heure, quand je t'écoutais, tu parlais des enfants, tu parlais des générations, etc. Et finalement, je me disais, il y a une genèse ou peut-être un ADN qui est pas si loin
de ça qu'un Club Med, en fait. Ce que je veux dire, c'est que dans le Club Med, tu vas... alors vous avez aussi un hôtel, mais famille, tu fais la fête, tu fais du sport. Donc à un moment, j'aurais pu me dire que tu t'aurais pu aussi te déployer et ouvrir à l'île Maurice une folie douce ou, tu vois, au Mexique, à Cancun, ou non? Ça aurait pu être une option? Non. Non? Non, parce que ce que je pense, c'est que ces groupes, ce qui est normal, ces groupes, à mon avis, ils se font rattraper ou par la finance, etc. Puis, de toute façon, un groupe, on vieillit. Donc, le Club Med, il a vieilli. Et ils n'ont pas su se réinventer. C'est un de mes sponsors, donc je vais pas te laisser dire ça, mais non, mais je pense qu'ils ont su se réinventer quand même pas mal ces dernières années. Alors, avec les Chinois, avec Foschun, oui. Ouais, après, c'est surtout les Européens. Les Chinois, voilà. Donc ils sont premiumisés. Je dis pas ça parce que c'est un sponsor, voilà, en l'occurrence, mais c'est plus le Club Med des bronzés quand même, quoi. Tu vois, c'est plus le truc, c'est pas plus cause. Nous, on y va, on les aime beaucoup, le Club Med, mais la programmation musicale, c'est pas du tout. C'est une programmation musicale qui est normale, qui te veut à 360, qui est familiale, quoi. Nous, on est branchés, quoi. Nous, quand on est né avec l'électro, tout le monde a dit faire du rock, du reggae, du ci, du là. Non, on est resté dedans, quoi. Il y a 40 ans, nous, qu'on fait l'électro, quoi. Donc, notre musique, on compose et tout. Donc, on adore, peu importe toutes les musiques, la musique classique. Mais non, mais nous, on crée, quoi. Vous voyez, je veux dire, on reste dans notre modèle. Tu t'es à fond dans l'électro, toi, encore? Oui, un peu. Oui. Enfin, moi, je suis pas très musique, mais par contre, tous nos artistes, oui, on les laisse aller là-dedans. C'est très important de composer. Je vais donner un exemple d'artistes très connus. Je ne vais même pas donner des noms, mais quand je vous dis des stars qui viennent manger chez nous. Il y a environ une dizaine d'années, mais quand je vous dis des stars, les meilleurs DJ au monde, ils disent je veux mixer, etc. Ils allaient dans la cabine et quand c'est une star, on laisse mixer. Et bien, au bout d'une fois, avec le bonnet, on est en montagne, avec le bonnet de ski et tout, les gens ne reconnaissaient pas forcément la vedette. Ils passaient un ou deux morceaux, mais les gens, ils s'arrêtaient, ils n'en savaient plus, on les voyait partir. Donc, même eux, qui étaient des grands DJ, comprenaient que les gens, ils voulaient de la folie douce. Je veux dire, ils voulaient l'esprit folie douce. C'est pas qu'on est les meilleurs, c'est qu'on mixe d'une certaine manière, on rajoute des chanteurs ou des musiciens sur tel ou tel morceau, comme des MC. C'est un modèle, et les gens viennent pour s'amuser. Souvent, quand on a des stars comme ça, on les écoute, on prend des... C'est pas notre ADN. C'est la raison pour laquelle, même vous parlez du Club Med, je pense que non, on n'est pas Club Med. Non, mais je dis pas que t'es Club Med. Moi, ce que je dis, c'est que ça aurait pu être plutôt que dans une des options, une des directions, plutôt que d'aller, par exemple, faire d'autres... rester que sur du ski, notamment, tu dois avoir quand même un été un peu pourri en termes de chiffre d'affaires. Versus, t'aurais pu te dire, finalement, on va faire une saison estivale aussi de la folie douce, tu vois. Et déployer ça sur 4 saisons, peut-être pas, mais sur 2 saisons au moins. Oui, mais on aurait perdu de l'énergie, je pense, à aller travailler hiver et été, enfin surtout l'été, et on n'aurait pas eu le temps de se concentrer sur le mot que je vous dis, que je pense, l'excellence, la préparation des saisons et tout ça. Le développement, quand on le maîtrise pas, souvent on a des échecs. Vous parliez de Piaf tout à l'heure, pour parler de Piaf que je connais bien. De Piaf, Piaf c'était un échec à Courchevel. Et quand vous m'avez interrogé tout à l'heure, vous m'avez dit, est-ce que vous avez eu des échecs? Non, nous on n'a pas eu d'échecs. C'est pas qu'on ait raison autour, on n'a pas envie de se développer à tout va. Ce qu'on ouvre, on est sûr que ça fonctionne. Les gens viennent nous chercher, parce que si il y a une franchise ou si on les aide, on est sûr du succès. Et alors ça, donc saison après saison, typiquement, il y a une recette des piliers, des fondamentaux dont tu me parlais tout à l'heure, mais aussi il y a un renouveau tous les ans. Quand tu dis ça, tu prépares la saison. C'est pas, on va pas redéployer ce qu'on a fait l'année dernière. Tous les ans, tu reformes à des nouvelles choses, tu changes l'artistique un peu, à la marge, beaucoup. Alors, si on commence par le client qui arrive le matin, oui, cette année, on a inventé le coffee shop. Bon, les coffee shops, c'est sûr qu'à Paris, un café noir marche bien. Mais nous, on sait faire aussi. Donc, on a lancé un coffee shop, ça fait un carton. Par exemple, pour les nouveautés. La carte change chaque année.
Vous avez des restaurants en montagne, souvent, quand on parle en rigolant de la raclette ou peu importe la cuisine. Ça change tous les 10 ans, 15 ans quand ça change de propriétaire, quoi. Mais oui. Nous, on change tout le temps. Mais nous, parce que les cuisiniers, si on veut avoir des bons cuisiniers, par définition, ils veulent apprendre à la fois des nouvelles recettes, des nouveaux produits, etc. Donc, on est obligé de changer la carte tous les ans. Ça, c'est pour la cuisine. Sur le service, c'est la même chose. Les tenues et alors le cabaret, n'en parlons pas. Le cabaret, chaque année, quand à l'époque, je me souviens du Moulin Rouge, où quand il produisait un spectacle pour 2 ans, 3 ans, tellement ça coûtait cher. Ou peut-être un peu moins au Crazy Horse, mais sur le Moulin Rouge, oui. Ou sur le Lido aussi. Le Lido, c'est pareil. Non, nous, chaque année, on a des chorégraphes, un chorégraphe russe, Sergueï, qui réécrit entièrement les spectacles. On a nos compositeurs de musique qui composent la musique pour ces spectacles. On a des costumiers, les costumes changent tous les ans, les costumes. Et bien sûr, les répétitions, cette année, on était à Madrid, qu'on a fait Madrid, Londres, Paris et Cannes. Et sinon, cette année, on va changer encore je sais plus, hier, ils nous discutaient dans un entretien, ils nous donnaient une ville où ils aimeraient bien aller. À l'époque, on allait à Odessa. Maintenant, on ne va plus à Odessa. Mais et tous les castings, après, il faut faire toutes les répétitions. Parce que nous, le spectacle dans La Folie Douce, c'est quelque chose qui est reproduit tous les jours? Tout le temps. Plusieurs fois par jour? Oui, 2 fois par jour. 2 fois par jour. Et surtout, les tableaux ne sont pas les mêmes. Ils changent après 2 semaines. Parce que les gens sont là du samedi ou du dimanche. Par contre, tous les tableaux changent tous les jours. Tous les spectacles, tous les jours. Et c'est à partir de la semaine suivante qu'on recommence à créer les mêmes tableaux. Donc si je prends ton staff sur un resto, un lieu à Val d'Isère par exemple, tu as 180 personnes à peu près, c'est quoi la répartition? T'as combien d'artistiques, combien cuisine, combien de salles en gros? Donc le matin c'est difficile parce que nous, c'est de prendre la télécabine. C'est-à-dire qu'on prend une télécabine. Donc on a 180 personnes qui arrivent, il faut une vraie logistique. Parce que on va parler de leur logement après aussi, parce que ça peut être un sacré cauchemar. Exactement. Donc quand ils arrivent, non, les cuisiniers représentent environ 50, un peu plus de 50 cuisiniers. Ok. Voilà. Après le service, tout ce qui est service bar et tout, pareil, la moitié. Et les artistes, pour le reste, environ une vingtaine, 25 artistes. Ok, et ça tourne comme ça toute l'année? Oui, toute l'année, toute la saison. Et donc tu les loges à Val d'Isère? Oui. T'as construit un truc, c'est chez toi ou tu les loges chez des... on a acheté quelques studios dans les époques où on pouvait accéder, puisque vous savez que maintenant les stations, c'est hors de prix. Le mètre carré est hors de prix. On les loge. Cette année, Corinne, justement, m'en parlait là, il y a une semaine de ça. Regardez, on était sur une ligne de 1,5 million d'euros de location à des particuliers. On paye pour les loger 1,5 million de location. On a alerté les députés, les sénateurs. On en a parlé l'autre jour avec les députés. Disant, comment on pourrait faire? Bon, la France est tellement endettée maintenant aujourd'hui que laisser tomber, c'est pas la peine d'aller faire un projet de loi. On peut pas construire. On paye. Voilà. En clair, les prochaines. Attends, on mettra 2 millions d'euros. 2 millions d'euros l'année prochaine environ. On va être 240. On va être 240 l'année prochaine. 2 millions d'euros juste pour loger tes employés dans un resto, un lieu. Oui. Donc ça veut dire que ce lieu, ça doit faire quoi, 15-20 millions d'euros de chiffre d'affaires? Oui, environ. Il faut qu'on tourne autour d'entre 12 et 15 millions d'euros, oui. Ah ouais. Ouais, d'accord. C'est vrai que c'est le plus gros, celui-ci. Val d'Isère, oui. Val d'Isère, c'est le plus gros. Ensuite, il y a Méribel. Enfin, toutes les Folies Douces travaillent très fortes. Voilà. Donc, il y en a on est associés pour certains, en franchise dans d'autres. Mais elle fonctionne bien. D'ailleurs, hier, j'avais une réunion justement des franchisés sur laquelle j'ai fait intervenir une dame qui s'appelle Marie-Dominique Méo, qui est une grande spécialiste des UTN. Vous savez qu'en montagne, on ne peut pas construire plus de 350 mètres carrés. La loi montagne 1, la loi montagne 2, on ne peut pas construire plus de 350 mètres carrés d'altitude. Ça, c'est uniquement en France. Hein. Okay. Encore le problème français, c'est pas du tout comme ça en Autriche. À Crans-Montana, tu vois des espèces d'énormes trucs dans la montagne. Oui. Voilà, exactement. Le cri d'air là-haut, que je connais bien. Comme je dis, je connais toutes les stations. Et ce somptueux restaurant qu'ils ont refait aussi à côté, là. Tu vois, je vois. Ça va bien. Il y a le Chesteron. Le Chesteron, voilà. C'est fantastique.
fantastique. Ouais. Il faut aller dormir, c'est pas pareil. Ouais, il faut aller dormir. Calme. Sur ces... Quelle était la question déjà ? Je te parlais du logement, de loi, tu me disais que c'était la loi montagne, loi montagne 1, la loi montagne 2. Donc là, j'ai fait intervenir une dame qui pour leur proposer de s'agrandir, parce qu'ils sont trop petits tous, il faut faire des UTN, il faut déposer un UTN. Ça s'appelle, ça n'a rien à voir avec le PLU, ça s'appelle Unité touristique nouvelle. Il y a beaucoup d'associations, environ une vingtaine d'associations, etc. Il y a quelqu'un qui livre et qui dit au préfet, c'est le préfet qui décide, et qui dit au préfet, voilà, pour telle et telle raison, il faut agrandir notre restaurant ou faire un hôtel. Ça s'appelle Unité touristique nouvelle. C'est vers ça qu'il faut aller. Pour ça, je leur ai dit, comme il y en a qui sont beaucoup, et qui sont trop petits, des restaurants. Moi, je dis en quelques mots très, très simples, l'année prochaine, dans l'inauguration du café de la gare, je vais avoir, j'espère, quasiment la majorité des maires de cette zone de port d'hiver, leur montrer, voilà, je dis, vous avez regardé la fouille, vous avez critiqué, vous avez si. Regardez les services qu'on rend. Je veux dire, aujourd'hui, si vous allez, je vous ai parlé de l'Autriche, de l'Italie, de la Suisse, etc. Quand vous êtes en montagne, pour donner un exemple de service que l'on rend, vous perdez un gant sur la piste, vous perdez, je sais pas, le bâton, peu importe, vous perdez de lunettes que vous avez oubliées, etc. Vous croisez un moniteur de ski, vous prenez les rouges, vous voyez, les moniteurs, on les reconnaît sur les pistes en France. Vous arrêtez, vous lui dites, monsieur, j'ai perdu mon gant, où est-ce que... Si c'est un vieux du pays, il va vous dire avec l'accent, il va dire, mais mon bon, t'as que faut descendre en bas, dans la station, il n'y a rien là-haut. Voilà. Et nous, on est dans les intermédiaires, on est accessible en altitude, c'est ce que je dis pour tous les restaurants d'altitude, c'est d'apporter des services, c'est-à-dire avoir une petite boutique pour apporter une paire de gants, une paire de lunettes qu'on a oubliées, pour se restaurer, etc. C'est pas les restaurants d'altitude, c'est aussi pour rendre service. Vous voyez, ça c'est important. Et notre problématique vraiment française, par rapport à l'Autriche, et par rapport à la Suisse ou l'Italie et l'Allemagne, c'est que nous, on a fait dans les années 70, on a créé, on s'est dit la montagne, on ne sait pas à qui elle appartient, au-dessus de 1800 mètres, 2000 mètres. Donc, on a dit la montagne, c'est l'État. Oui, c'est très bien. Ils n'ont pas fait ça dans les autres pays. Ce sont des familles qui étaient propriétaires, ils ont fait des parcelles qui partaient d'en bas jusqu'à 3000, 3005, 4000 mètres. Donc, les gens sont propriétaires, ce sont des familles. Nous, on a donné en DSP, on a donné la montagne en délégation de service public, un peu comme Vinci gère l'autoroute ou comme Veolia gère l'eau. Les gens qui gèrent ces DSP ne sont pas de la montagne. Moi, j'ai rien contre ces gens-là. Mais la montagne, c'est la montagne. Il y a des montagnards. Donc les gens, ils font ce qu'ils veulent avec les remontées mécaniques, mais sans parler, ça peut vous dire, sans parler aux commerçants, aux hôteliers, aux maires, enfin, etc. C'est incroyable. Ça va finir... c'est déjà assez luxueux, la montagne. Ça va devenir inabordable, inaccessible. Si on continue comme ça, si tu dois payer 2 millions d'euros pour tes employés, le Sherpa ou la boutique de je sais pas quoi, tout le monde va devoir payer tellement cher pour tout que tout va exploser. Ça va devenir un truc de Ruskov. Ils peuvent pas venir, mais... Oui, pas de Ruskov. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que en France, on aime bien aller dans le mur, quoi. Non ? Donc, on va attendre. Nous, on va continuer. Disons, puis quand on ira dans le mur, on trouvera des solutions. Mais là, c'est vrai que là, on est, à mon avis, pour l'avenir, on n'est pas bien. Alors, où on est bien, en France, c'est qu'on est en altitude. Donc, les stations qui vont résister au réchauffement... J'allais poser la question. Ça s'est raccourci un peu les saisons quand même encore là, hein. Voilà, il y a eu beaucoup de neige la semaine dernière au moment où on enregistre, mais on est en mai, on est en avril, on est le 24 avril, mais il y a plein de stations qui ferment plus tôt qu'avant. Oui, mais ça, c'est les stations qui sont situées, si vous voulez, entre 1000 mètres et on va dire 1600 mètres. Voilà. Ouais. Là où, là encore, on a pris du retard, on n'est pas assez allé regarder ailleurs, parce qu'en France, il n'y en a pas que le ski, il y en a beaucoup la mer, etc., alors que l'Autriche et tout, ils n'ont pas de mer, hein, ils ont que ça. Les Suisses. Eux, ils ont réfléchi beaucoup plus tôt. Si vous voulez, à partir du moment où vous aviez des sommets dans les communes, des sommets qui étaient à plus de 2005 ou 2009, 3000 mètres. Bon.
Là, ils ne sont pas embêtés. Ils ont fait des stations de ski à 500-600 mètres d'altitude, plus bas que Megève. Et ça marche. Je vous donne des exemples, beaucoup d'exemples, notamment Mayrhofen, qui est une belle station en Autriche, qui s'appelle Mayrhofen. Ils ont des villes à route. Là, ils ont mis des remontées mécaniques à 600 mètres dans le village. Donc tu pars de 600 et tu vas à 2000. Ils s'arrêtent à un intermédiaire. Ils ont un intermédiaire à 1800, 2000 mètres. Ouais. Et après, ils montent à 3000. Après, il y a des domaines. Et les gens, ils redescendent le soir. Pas de problème. Avec ce qu'on appelle des 3S, avec des funiculaires, etc. Donc, il n'y avait pas de sujet. Le problème, c'est quand les stations en France n'ont pas de sommet, notamment, on parlait de Megève. Megève, il n'y a pas de sommet à 3000. Il y en aurait autour de 2003, 2004. Bon, et souvent, ils ont pris cette option parce qu'ils n'ont pas anticipé, c'est d'enneiger en bas, à 1000 mètres, mais la neige, elle fond, même s'ils enneigent. Il valait mieux enneiger en haut, faire des remontées mécaniques au départ des villages. Prenez le cas de Méchavou. Saint-Géry c'est bien réadapté pour ça. Et donc, les remontées mécaniques partent du centre du village pour que les gens soient au centre, pas à peine de marcher, de marcher un peu jusqu'à la remontée mécanique, et puis ensuite ils montent et ils skient en haut. Mais il faut enneiger le haut maintenant, alors qu'avant on enneigeait en bas. Si je dois acheter aujourd'hui dans une station, tu me conseillerais laquelle ? Alors la neige, donc plutôt dans des stations comme Val Thorens et la périphérie de Val Thorens, puisque même si on a Saint-Martin-de-Belleville qui est bas, on pourrait avoir des remontées mécaniques qui montent sur les sommets directement. Donc c'est moins cher un peu plus bas. Méribel, un peu la même chose. Méribel, il y a des sommets qui montent, donc Méribel, c'est intéressant. Courchevel, il y a 1550, 1600, 1850. Bon, ben là, il y a beaucoup de terrain. C'est hors de prix, non ? À Courchevel, non. Courchevel est hors de prix. En haut, à 1850. Ouais. En bas, c'est encore, bon, c'est accessible. Voilà. Là, il y a de la neige en haut, dans les massifs. Et puis après, sur Val d'Isère, voilà, Val d'Isère, Tignes. Tignes, c'est très intéressant. Parce que là, ils peuvent construire un peu plus à Val d'Isère. C'est très avalancheux, Val d'Isère. Donc, c'est pour ça que la station est chère, c'est qu'il n'y a plus de terrain. Il n'y a plus de terrain parce que tous les terrains sont avalancheux maintenant. Donc, voilà, c'est... Si on veut laisser un village qui est loin, qui est beau, qui est un peu sportif, alors que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, bon, vous savez, les gens qui se rassemblent, parce que c'est les réseaux dans le luxe, et Val d'Isère, oui, c'est haut de gamme, certainement, mais c'est quand même pas encore le luxe, ça, c'est pas encore Courchevel. C'est qui le patron aujourd'hui ? Le patron du groupe, de tout ça ? Du groupe La Folie Douce, c'est qui le patron ? Ah d'accord, alors ça c'est bien, c'est plutôt Arthur et César, ouais. C'est les deux. Oui, Arthur et César, et la maman, parce que je suis désolé, mais ma maman, la maman, c'est-à-dire ma femme, elle aurait pu avoir 20 ans de plus, mais non, elle a 20 ans de moins, donc elle est encore au boulot. Mais donc c'est tricéphale, ils sont tous les trois, il y en a pas un qui est plus que l'autre, ou enfin il y en a pas un qui est plus... D'accord, c'est vrai. Non, je veux dire, il y a 2 jours, on est parti en Suisse, à l'Axe, parce que c'était une très belle station, et ils veulent qu'on implante une folie douce là-bas, et on y est allés tous les 4. Voilà, non, on est vraiment en famille, quoi. Ça nous fait plaisir de rouler, de voyager, de parler un peu, de parler ensemble. Parce que c'est normal que les jeunes reprennent. Je les ai pas poussés, c'est eux qui sont revenus travailler dans la société, quoi. Et donc aujourd'hui, là, vous y allez tous ensemble et c'est eux qui décident quand même, plutôt à la fin. Okay. Oui, c'est eux qui décident. Ouais. Si t'es pas d'accord, ils disent ça arrive ? Non, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé parce que je pense que si vous voulez, sur les implantations, comme c'est moi qui ai implanté toutes les autres folies douces, les 8, j'ai un peu ce recul et je leur dis pourquoi, l'ombre portée, etc. Je crois qu'Arthur, maintenant, c'est bien tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, il a fallu que je les guide. L'ombre portée, t'as dit ? L'ombre portée, c'est parce que vous prenez un restaurant le matin, vous y arrivez au mois d'avril, et au soleil, j'achète le truc, mais vous venez en décembre, il est à l'ombre toute la journée. Ça va pas. Donc il faut vraiment regarder l'ombre portée, c'est-à-dire qu'il soit au soleil depuis le matin, c'est mieux, mais sinon au moins à midi, et qu'il soit au soleil jusqu'en fin d'après-midi. Sinon, quand vous arrivez, que vous achetez un bien et qu'il est à l'ombre, c'est pas pareil. Il y a des moyens de le voir aujourd'hui Oui, il y a ça. Après, il faut regarder... C'est un peu comme quand tu visites un appart, d'ailleurs. Hein, tu vois les gens qui achètent plein nord ou qui font... Enfin, il faut faire un peu gaffe. Oui, il faut faire un peu attention. Il y a ça. Il faut regarder l'électricité aussi, parce qu'on est énergivore en électricité. Donc il faut qu'il y ait des câbles, enfin voilà, de la puissance électrique, sinon il faut tirer des câbles depuis le bas
de la station, c'est terrible. Oui, et surtout le tout à l'égout aussi, le tout à l'égout maintenant. Donc là, quand il y a beaucoup de gens comme nous qui font les toilettes, ça aussi, il faut aussi faire attention. En Europe... il fait le tout à l'égout depuis là-haut, c'est un sujet. Ouais, c'est un vrai sujet. Alors ça, il faut le faire. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en Europe, dans les stations étrangères, les remontées mécaniques ont une obligation de faire des toilettes. Vous faites une remontée mécanique, si normalement vous transportez des gens, comme dans le train, il faut faire des toilettes. En France, on a oublié. On a oublié. Donc il y a des stations qui font des remontées mécaniques sans toilettes. Là-bas, il y en a sur toutes les stations, des remontées. Ouais. Alors là, puis vous prenez les PV si vous faites. Vous urinez sur une piste, je veux dire que les Suisses, ça rigole pas. Ils vous attrapent, hop, l'amende tout de suite. Je vous donne des anecdotes, là, c'est... Tu sais déjà qu'ils font des tests ADN sur les chiens. Tu connais l'anecdote, non? Ça là-dessus, je crois. C'est pas une anecdote? Non, c'est pas une anecdote. C'est Robert Ménard qui a inventé ça. Ouais. Donc Robert, que je connais bien, je connais très très bien Robert. Et il m'a indiqué qu'il en avait marre des crottes de chiens et qu'effectivement, il récupérait les crottes de chiens et que maintenant, avec l'ADN des crottes de chiens, il mettait l'amende automatique aux gens. Bon, moi, j'ai travaillé à Cannes, c'était 100 à l'époque, 145 €, maintenant c'est plus cher. 145 € la crotte de chien, c'est vrai que sur la croisette, il n'y avait plus de crotte de chien. Hein. Il y avait, Tu dois déclarer, je crois à Genève, en tout cas, tu dois déclarer ton chien, tu payes une taxe annuelle, je sais plus, c'est quelques centaines d'euros, et puis en plus, ils font le test ADN, et comme ça, chaque fois qu'ils prélèvent un truc, bam, tu prends ta prune. Voilà. Alors, je sais pas s'il a mis. On en parlait avec Mathéo ce matin en venant de Paris, là, qui est arrivé il y a quelques mois. Il me disait c'est quand même hallucinant ce que c'est dégueu sur les crottes de chien Paris. C'est que c'est pas faux, hein, mais donc ça mériterait de. Ouais. Non, mais ça marche. Il n'y a pas de problème. Hein. Ça marche bien. Je sais pas s'il l'a mis en place à Béziers d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, tu me dis combien de folies douces? Tu as dit toi, tu as implanté 8. 8. Au total 8. Donc, tu as un hôtel à Chamonix. Ouais, je suis allé à l'hôtel, d'ailleurs aussi, qui est en bas de la station. À Chamonix, il y a l'hôtel. Il y a un restaurant là-haut. Non, il n'y a pas de restaurant d'altitude. Et tu as bien dormi Ouais, alors c'était assez drôle parce que j'ai été avec des potes pour un week-end de ski. Et on était dans des chambres où il y a plein de lits superposés. Là. C'est ça, assez marrant. Alors, oui, parce qu'il y a la chambre à 400. Donc c'est toi. Nous, en fait, on y passait une nuit. Je faisais partie des pauvres. On y est passé une nuit avant d'aller dans un autre hôtel. Il n'y avait plus de place nulle part. Et on avait trouvé un autre hôtel qui était pas mal aussi après. Et c'était... Le Mont Blanc, un truc comme ça. Ouais. Il y en a 2, 3. Oui, le Mont Blanc, c'est Jean-Philippe Cartier, c'est ça? Oui, Jean-Philippe Cartier. Alors, sur le Chamonix... Tu parlais du Club Med, il n'y a pas, je crois, on a créé ce truc-là avec un garçon qui s'appelle Guillaume Multrier. Guillaume, attends. Anecdote de ouf. Ouais. La semaine dernière, je suis parti faire du vélo. Je raconte ma vie, moi aussi, tu vois. Je suis parti faire du vélo dans le sud de la France. Ouais. C'est fou que tu me parles de lui. Ouais. En famille, avec une boîte qui s'appelle Chemin, tu fais des tours en vélo et tu prépares tout et t'arrives. J'arrive dans un lieu, comment t'appelles ça, quand t'habites chez l'habitant, là, un gîte. Et je vois un type qui arrive à 22h. Il m'avait dit, le propriétaire aimerait bien, ce serait sympa, puisqu'il m'invitait aussi, il aimerait bien vous voir. Et puis il arrive, 22h, je lui serre la main, on parle, etc. Puis je vois qu'il tilte un peu, il me dit qu'il a pas mal d'hôtels. Il me dit qu'il a cofondé Webedia. Regarde, t'as cofondé Webedia, etc. Donc, il me file sa carte, Guillaume Multinier. Donc, c'est la première fois que je l'ai rencontré, c'était il y a 5 jours, je pense. Voilà, exactement. Ouais, d'accord. Drôle. Vous êtes associés? Non? C'est lui qui a tenu Chamonix. Okay. Et après, bon, pour des raisons un peu de fonds d'investissement, etc., de mauvaise gestion, c'est une autre société qui a repris et c'est Arthur mon fils qui était associé avec lui. Okay. Pour parler de cet hôtel, c'est simple, ça n'existe nulle part ailleurs. Vous parlez du Club Med. Non, nous c'est un hôtel. C'est un hôtel festif. C'était pas eux, ce bâtiment avant? Non? À qui? Ça n'a jamais été le Club Med, ce truc? Si. Ouais, c'est ça. Club Med. Ouais. Le Club Med, il faisait, pour vous donner à peu près les chiffres, hein, le Club Med faisait 16 millions, on fait 26 millions. Je crois que cette année, c'est plutôt 28 millions. Voilà, vous voyez la différence entre la gestion d'une folie douce et la gestion d'un Club Med. C'est simple, c'est de dire la vérité à des clients. Je pense que c'était pas la meilleure période du Club Med aussi, mais peut-être aussi à ce moment-là. Mais là, le sujet de la Folie Douce Hôtel,
c'est de dire aux clients, voilà, venez vous amuser. Si vous voulez pas, vous voulez être tranquille et dormir, ne venez pas à la Fouille Douce. Si vous voulez, jusqu'à 22h, 22h on dort, hein, 22h il n'y a plus de musique. On arrête à 22h. Mais entre 18h et 22h, est-ce que vous n'avez pas au Club Med? Au niveau, le Med, c'est, on va dans les chambres, etc. Et ensuite, le soir, on mange et il y a un spectacle. Oui, vous, dans la foulée, on enchaîne. C'est un peu comme le Standard Hotel à New York. C'est-à-dire qu'on va en bas, c'est magnifique, il y a la brasserie, il y a l'hôtel, il y a le rooftop, la boîte de nuit, etc. Mais nous, c'est un lieu commun. C'est un lieu commun où tout le monde se rassemble. Et alors, quand on a imaginé ça dès le départ, les danseuses aériennes qui viennent à la réception, et bien, quand vous passez, vous avez les danseuses aériennes au-dessus de vous. C'est quelque chose de très différent. 26 millions sur ce hôtel. Oui. Incroyable. Oui. 26. Donc c'est votre plus gros lieu, ça? Oui, en hôtellerie. Là, je pense qu'Arthur, c'est sûr qu'ils vont monter des hôtels, ils vont ouvrir des hôtels. Ça va finir à Las Vegas, tout ça, quoi, non? Non, je ne pense pas que ça finisse à Vegas. Si vraiment le spectacle était féerique, un peu différent, etc., bon, pourquoi pas à Vegas? Mais il faut déjà affiner encore un peu plus le concept, quoi. Il y a un rêve que tu aurais bien aimé accomplir, que tu n'as pas fait, là, dans tout ça? Non. Non, il y a des choses qu'on a imaginées, mais sur lesquelles il ne fallait pas faire peut-être une croisière, mais c'est difficile en termes de sécurité sur les bateaux. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors il faudrait imaginer des Zodiacs qui tournent tout autour du bateau. Je sens que tu as bien déjà imaginé les Zodiacs. Pour reprendre les gens qui... J'ai vu qu'aujourd'hui, ils en avaient perdu un sur le Charles de Gaulle. Vous n'avez pas vu, non? Ah non. Ouais, ils ont perdu un marin sur le Charles de Gaulle. Mais nous, on n'aurait pas perdu un marin. Je crois qu'on en aurait perdu beaucoup plus. Hein. C'est un petit peu un des reproches, d'ailleurs, qu'on vous fait, le côté trop festif, fin de journée, les pisteurs, les choses comme ça. Alors, je sais que vous essayez de l'adresser, mais c'est quand on cherche un peu chez vous, c'est un des petits sujets qu'on a autour de la Folie Douce, non? Nous, non. Depuis 30 ans, on n'a jamais eu aucune fermeture, aucun problème. On essaye, au début, oui, certes. Mais bon, après, on a réglé les problèmes. Mais c'est ça. Les gens qui sont trop bourrés, tu les redescends toi-même. Non, mais d'abord, on n'a pas d'alcool fort. Nous, c'est interdit l'alcool fort. Donc, avec la sécurité, on voit tout de suite les gens qui vont effectivement aller au trop boire et qui vont aller vers l'ivresse. Non. Si on ne prend pas d'alcool fort, on maîtrise ça et on a beaucoup d'agents de sécurité. Et ensuite, on intervient. S'il faut intervenir, on garde les gens. Sinon, on les descend dans télécabine, on les accompagne. Mais maintenant, c'est vraiment très rare. Vraiment très, très rare. De toute façon, à partir du moment où vous êtes sérieux, je dirais que vous ne faites pas intervenir les pisteurs sur les pistes, puisque vous gérez bien votre domaine. Vous n'intervenez pas la police municipale, vous ne faites pas intervenir les pompiers, vous ne faites pas intervenir la gendarmerie. Aucun problème. La sécurité sur les pistes, la sécurité sur les pistes ou les nuisances, quand vous avez de toute façon des postes de gendarmerie, ce qui est bien dans toutes les stations. Bon, qu'est-ce que fait le préfet? Le préfet, quand il est nommé, il appelle la commune, enfin il appelle surtout l'adjudant-chef ou le commandant de gendarmerie sur place. Il dit, est-ce que vous avez des problèmes? Si le commandant de gendarmerie dit oui, on a des problèmes avec un tel, ou même avec la Fouille Douce, bon voilà, ce qui est normal à ce moment-là, le préfet dit il y a une intervention. À partir du moment où la gendarmerie, qui est normal, intervient sur le domaine et il n'y a pas de problème à la Fouille Douce, il dit au préfet non. S'il y a un établissement qui est bien tenu, en principe c'est les réponses, s'il y a un établissement où on n'intervient pas, c'est la Fouille Douce. Le préfet, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de problème. Voilà, donc non, nous, on n'a pas de problème. Vraiment, franchement, on n'a aucun problème. Que les gens entendent la musique, etc. Alors après, j'ai vu effectivement des vidéos sur TikTok, mais c'est extraordinaire, mais je trouve ça même très, très marrant. Mais moi, j'aurais fait ça. J'aurais fait ça pareil que les jeunes. Mais moi, je descendais et en chasse-neige, en tombant, en faisant un salto avant, un salto arrière, et toute la piste, et les mecs qui frôlent des photos. Extraordinaire. Mais moi, j'aurais fait ça pareil. Mais c'est pas pour ça que je suis bourré pour autant.
Moi, je l'ai fait. Je dirais pas dans quel état j'étais. Je l'ai pas mis sur TikTok. T'es sur TikTok? Moi, je regarde un peu, oui. J'essaye d'être en dehors des réseaux sociaux à cause de ça. Mais vraiment, voilà, c'est normal. J'ai pas envie d'être embêté, de perdre du temps avec ça. Comme je dis, je préfère aller faire du vélo, la randonnée, voilà. Ok. Ta femme bosse aussi avec alors dans le groupe aussi. Donc, et tu bossais aussi avec ta mère, c'est ça? Oui, oui. Alors, ma mère, elle est effectivement venue quand elle a pris sa retraite. Elle m'a aidé parce que c'est une grande cuisinière. Bon, à l'époque, je pense que toutes les femmes étaient des grandes cuisinières. Il y a 50 ans, elle avait des enfants, cuisinaient très très bien. Donc voilà, mais vraiment, elle cuisinait parfaitement bien. C'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé au départ. Après, quand Corinne m'a rejoint, bon, elle m'a plutôt assagi. Ouais, elle avait fait l'ESSEC, un MBA, Berkeley, fait des grandes études. Je sais pas pourquoi elle m'a trouvé d'ailleurs. Bon, enfin, bon. Et donc, c'était complémentaire. Donc, elle s'est beaucoup occupée de la gestion. Enfin, puis de toute façon, et c'est très sincère ce que je dis, franchement, les femmes au travail, vraiment, c'est exceptionnel. Mais vraiment, on a beaucoup de femmes, nous, mais franchement, à la Foudouce, elles déploient une énergie et on les remercie jamais assez, quoi. Donc, vraiment, tous nos managers, c'est vrai qu'on a une parité plutôt féminine. C'est con, t'as eu 2 garçons quand même, du coup. Oui, bon, voilà, exactement. Tu te projettes encore? T'en as pas marre, toi? Ça te plaît toujours, là, tout ce que tu fais? Oui, disons qu'à la retraite, les exemples que j'ai, plutôt les exemples des gens qui, autour de moi, ont arrêté la retraite, brutalement pris la retraite, où ils s'emmerdent, ou des fois ils n'ont pas... c'est pas très facile, quoi. Voilà, non, nous on reste dedans, voilà. Maintenant, quand il faudra s'arrêter, je m'arrêterai. Mais je dis tout à l'heure sur le côté créatif, voilà, ils m'ont mis sur la touche, les enfants, et ça me va bien, le côté créatif. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, tu m'as dit, au-delà de ça, on sent que tu es très créatif, que tu as plein d'idées, etc. Tu me disais, la musique, c'est pas tant ton truc. Tu m'as dit ça tout à l'heure. Oui. Pourtant, entre les boîtes de nuit, les lieux où on danse sur les tables, enfin, c'est quand même un peu le lieu commun de tout ce que tu as fait dans ta vie, presque, non? Oui, alors le problème, c'est que je suis très bon public. Et j'adore danser, c'était comme ça. C'est encore l'année dernière à Ibiza, quoi. Je suis dans une boîte des CD hyper branchée, musique de dingue. Public, c'est pas les gens, non, mais à Ibiza, c'est énorme. Et je vois les gens, moi, je me crois comme tout le monde, quoi. Bon, je vois pas, moi, je sais pas me regarder. Et donc, je vois tous les gens qui me demandent des photos, des selfies. Je dis, ils me reconnaissent, mais non, ils me reconnaissent pas du tout. C'est qu'ils voient un vieux au milieu de... ils n'ont jamais vu un mec de 76 ans danser dans ces endroits-là. Et à chaque fois, ils font des selfies. Tu sais que je crois que j'ai vu quand même une vidéo, je pensais à la Folie Douce, non? Ouais. Il y a une vidéo qui est sortie, vous l'avez vue, je sais pas, il y a genre un mois, une vidéo où il y avait un couple de vieux qui dansait au balcon, mais genre qui a fait 4 fois le tour d'Internet, je pense, non? Ça te dit rien? Ouais. Mais c'était pareil, tout le monde les filmait, genre l'acclamation, quoi, c'était assez drôle. Ouais, c'est ça. L'année dernière, vous vous souvenez, les filles sont là. Il y avait Patrick Bruel qui était à table, et Patrick, il adore parce qu'il n'est pas reconnu, puisque comme on a 85% d'étrangers, personne ne le reconnaît, donc il est content comme tout. Et donc il va dans la fosse là-bas, et il y avait sa mère à table, et il y avait ses enfants. Et il nous demande d'aller sur la cabine DJ. Bon, moi j'ai appelé Antoine, le responsable, le directeur artistique. J'ai dit, écoute, va là-bas. Ils se sont mis sur la scène. Les enfants ont commencé à mixer. Patrick, la grand-mère, le truc en famille. C'était que du bonheur. Pour eux, c'était que du bonheur. Et pour nous aussi, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est la famille. Vous voyez, les petits, les enfants, la grand-mère, Patrick. C'est ça, quoi. On a eu, cette année, je voyais Bono, et il y avait son guitariste, c'est le guitariste de Bono qui était là, voilà. Mais les gens, c'est plutôt bon enfant chez nous, vous voyez, c'est ça, les gens viennent plutôt chez nous parce qu'ils aiment la musique. C'est pas le côté, ce qu'on dit, bon, je sais pas comment on pourrait appeler ça, bling bling, pas du tout ça. Chez nous, c'est pas ça, voilà. D'ailleurs, quand moi j'aime beaucoup, Ibiza, Lille pour la musique à cause de ça, c'est parce que les musiciens vont là-bas. On voit pas des grands musiciens, des grands trucs à Saint-Tropez. C'est autre chose, il faut respecter. Mais
Ça s'est déployé, ça, dans les stations, un peu, le bling, un peu, Courchevel, principalement, où il y a des endroits qui sont devenus très comme ça, justement? Oui, c'est normal, c'est très cher à Courchevel. Bon, oui, effectivement, il y a beaucoup de gens du Moyen-Orient. C'est pour ça que les remontées mécaniques ont des difficultés à Courchevel, parce qu'ils vendent très peu de forfaits. Il y a très peu de gens skient à Courchevel. Les résultats ne sont pas très bons dans les remontées mécaniques, parce qu'ils sont dans les hôtels, ils se lèvent l'après-midi. Oui, les Russes. Donc c'est un bon endroit où aller skier, finalement. Oui, il n'y a pas grand monde, c'est vrai. Après, il y a plus de monde sur Méribel et sur Val Thorens, quand on fait les 3 vallées. C'est en Suisse, tu as vu que souvent ils mettent des fast pass aussi, non? Tu as déjà vu ça? C'est-à-dire? Quand tu payes plus cher, tu passes devant tout le monde dans les ça en France, ce serait pas très facilement accepté, je pense. Non, ce que j'ai vu, parce que je connais bien ces stations-là, c'est plus, par exemple, sur une station qui est une très grande station qui s'appelle Sarfaus, c'est 3 domaines comme les 3 vallées, c'est Fis, Ladis et Sarfaus. Et là, Fis, au milieu, qui est une grande station réputée pour les enfants, il y a des restaurants que pour les enfants, il y a une piste dédiée aux enfants avec des petits châteaux magnifiques. Là, par contre, il faut aller doucement, parce qu'il ne faut pas dépasser les enfants. Et là, effectivement, il y a des pisteurs, qui sont autorisés à vous mettre des PV si vous doublez les enfants, voilà, si vous allez trop vite, etc. Là, oui, c'est un peu comme ça. Ouais. Ça te stresse un peu le réchauffement climatique? Tu te dis qu'il y a une fin à tout ça? Non, pas du tout. Je pense que, alors effectivement, des glaciers, d'ici 20 ans, il n'y aura plus de glaciers, mais je pense que les moyens techniques vont permettre de faire de la neige de culture, et que contrairement à tout ce qui se dit, pour être très simple, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais quand j'écoute dans les forums, des choses comme ça, si on fait des retenues collinaires, des retenues assez importantes, et qu'on utilise cette eau à bon escient pour faire de la neige, de culture pour enneiger les domaines quand ils sont hauts, parce que là, je suis sûr qu'à 1400 mètres, 1000 mètres, on ne pourra plus skier, mais jusqu'à 1600, 1800 mètres, il n'y a aucun problème. Parce que la neige de culture, elle repart dans le sol, l'eau redescend dans les rivières, et les rivières vont à la mer. Non, il n'y a pas de... Là, je pense qu'il faut bien étudier ça, mais il n'y a pas trop de contraintes et de difficultés. Je pense que les choses vont s'améliorer et qu'on pourra encore skier. Alors, effectivement, il faut aller dans les stations qui sont plutôt au-dessus de 1800 mètres. Pour avoir juste des métriques, c'est comprendre. Vous êtes ouvert quoi, du 15 décembre au... Non, on est ouvert plus tôt. On est ouvert fin novembre. Disons 1er décembre, 1er mai. 1er décembre, 1er mai, oui. À Val d'Isère. Et dans les autres? Dans les autres stations, c'est plutôt effectivement du 15 décembre au 15-20 avril. Il y a des stations comme Avoriaz qui vont jusqu'au un petit peu plus tard. Enfin voilà. Mais c'est vrai que Val d'Isère, c'est connu pour être très festif jusqu'au 1er mai, avec des closings qui sont des très grandes closings. Ouais. En particulier, grâce ou à cause, ou enfin, avec la folie douce, je veux dire, ça fait partie de le closing, c'est un des... alors avant, il y avait très peu de closing à les stations, donc il y avait beaucoup plus de monde, mais maintenant, on a encore quelque chose qui est un peu important, ça, les openings et les closings. Et les restos sont ouverts de quelle heure à quelle heure? Le matin à 9h, puisque personne ne dort sur place, donc on monte le matin à 8h, on fait les mises en place, et on ouvre de 9h à 17h. 9h-17h. Ouais. À 17h, tout ferme. Tout ferme. Sauf dans les folies douces qui sont très près des stations. Okay. Tous les domaines comme aux Arcs, les Arcs et Avoriaz, eux, ils ouvrent jusqu'à 20h. D'accord. Ok. Et ça fait quoi, comme combien de couverts Nous, on est plutôt sur du fois 1000, Ça dépend des restaurants. Il y a des restaurants qui font 800 couverts, parce qu'on a à Val d'Isère 800 couverts. D'autres qui vont faire 800, 300. Puis à côté, le self, 600, 700. Donc on fait les 2000 couverts, quoi. 2000 couverts? Oui, par service. Ouais. Oui, mais si 2000 couverts, il faut ça pour... Mais il n'y a qu'un service, en revanche, entre... Oui, il n'y a qu'un service, que le service du midi. Ouais. Ouais, il n'y a que... Oui, non, enfin bon, 2000 couverts, ce serait bien, mais... Ok, 2000 couverts, c'est énorme. Ah ben c'est surtout avec une amplitude très, très faible, quoi. Il faut vraiment avoir une vraie... on dit qu'il n'y a qu'un service, mais il y a quand même une rotation. Enfin, un service, il y a quoi? Trois, on fait trois services, effectivement. Okay. Ouais. Ok. Et toutes ces personnes, en dehors des saisons, ce sont que des saisonniers? Donc des CDD, c'est ce que tu emploies?
Oui, en majorité, des CDD. Mais pour les filles, c'est les CDI. Okay. Ils reviennent tous les ans? Oui, il y en a beaucoup qui reviennent, mais ils viennent apprendre chez nous. Okay. Comme je vous ai parlé des formations, la cuisine, voilà, on a un management très intéressant. Ils viennent se former beaucoup chez nous. Donc, au bout de 3 ans, après, ils partent dans des grands groupes, etc. Les grands groupes, quand vous donnez un CV Folie Douce, très sincèrement, les gens, ils sont plus, quand ils ont travaillé 2-3 ans chez nous, ils sont plus au chômage. Et du coup, ils se forment quoi, à partir du 15 novembre ou quelque chose comme ça? Enfin, oui, les formations sont en novembre, oui, avant la saison, oui. Oui. Okay. Bon, quand on fait les formations, quelqu'un sur lequel on s'est trompé dans le recrutement, quand il voit les formations, il voit la technicité, il voit le degré de professionnalisme. Ils nous le disent, bon, ils jettent l'éponge. Une semaine avant, 15 jours, 3 semaines avant, ils ne viennent pas travailler chez nous. Ils disent, oui, non, c'est trop, on n'est pas assez professionnels. Mais, alors on a beaucoup de postes, hein, donc on peut les habituer, mais s'ils ne sont pas habitués, ils ne nous rejoignent pas. Et l'été, il se passe quoi le 15 août Nous, on est en permanence là, parce que comme on prépare vraiment les saisons, on prépare, et on fait la communication, ils sont plus d'une dizaine à l'année. Pour la com. Donc déjà, la com, les cuisines, c'est pareil, toutes les cuisines, c'est à l'année, faire les cartes et tout. Non, on n'a pas besoin, on ne s'ennuie pas. Hein. Les gens prennent 1 mois, 2 mois de vacances et ensuite, tout le monde est dans les bureaux, justement, dans les bureaux à Talloires. Et l'endroit le moment où ça bosse le plus, le vrai coup de feu, c'est quand? C'est février Non, maintenant c'est un peu décembre, mais surtout janvier. C'est le plus gros mois, c'est janvier maintenant. Ah oui? Ah oui, vraiment. Ah oui, nous, à Val d'Isère, ça fait 2-3 ans. Les Brésiliens, mois, oui, Brésiliens, Israéliens, Turcs. Voilà, bon, les communautés. C'était vide avant, oui. et là, on maintenant, c'est le plus gros mois. Après, février, c'est un très gros mois en termes de densité, mais comme il y a les vacances scolaires françaises, c'est comme ça, c'est un constat, c'est que le pouvoir d'achat en France, même pour les gens qui viennent au ski, est moindre. Donc c'est pour ça qu'on fait plus de chiffres en janvier qu'en février. Ok. Et mars, pas fou. Mars, depuis 2 ans, on se pose des questions. Voilà, c'est pas en augmentation. Ça serait plutôt, même d'après les remontées mécaniques, 2, 3%, 5% de baisse. On continue en mars. Et nous, en avril, on a une équipe dédiée là, à la communication sur l'événementiel. Donc, on crée des événements. Là, on a créé depuis 3 ans un rassemblement des syndicats professionnels, hôteliers, restauration, GHR, UMIAF, etc. Sur l'Europe. Hein. Donc, on fait venir les Roumains, les Grecs, les Allemands, etc. Et on communique là-dessus. C'est un petit forum économique, mais dans l'hôtellerie-restauration. Et on a un autre sujet qu'on a depuis 2 ans. Je pense qu'il va sortir cette année. C'est sur le modèle de l'IA, le rassemblement qu'il y a eu au Grand Palais et à Station F. On a nos collaboratrices qui sont allées là-bas, qui ont été invitées par des membres du gouvernement. On va essayer de leur proposer de faire un petit forum, un sommet sur l'IA plutôt culturel. On va s'occuper de l'IA, tout ce qui est IA juridique, IA médical, enfin, on va rester dans le culturel. Parce qu'on est légitime dans le culturel sur l'art et sur tout ce qui est propriété intellectuelle, droit d'auteur lié aux chorégraphies, lié aux musiciens, lié aux compositeurs, vous voyez ce que je veux dire, aux chanteurs. On a beaucoup de sujets comme ça. Et donc, je trouve qu'on est assez légitime. On va faire ça. On va essayer de faire ça avec le gouvernement. Ce qu'on va leur proposer, c'est de garder au mois d'avril tous les hôtels ouverts. On a plus de 1000 lits et décide, enfin moi c'est notre Folie Douce, on aimerait bien, c'est d'aller vers un peu un mini Davos, quoi. Comme il y a 40 ans, quand ils ont créé Davos, c'est Davos économique. Bon, moi je connais toutes les stations, vous connaissez Davos, non? J'y suis jamais allé. Bon, mais moi je connais bien Davos, j'ai skié à Davos, bon, il y a du ski et tout, mais je pense pas que tous les présidents, Xi et Trump, ils vont skier, quoi. Donc voilà, bon, c'est ce qu'il faut se dire. On pourrait faire quelque chose comme ça sur l'IA. Je pense les Français ont bien démarré à Station F et au Grand Palais. Je pense que normalement, on devrait pouvoir faire quelque chose sur l'IA culturelle. On serait partenaire, voilà, on va les aider. Sujet là-dessus, c'est Spotify, je sais pas si tu as vu, ils estiment qu'il y a entre
je crois que j'ai lu 20% des morceaux qui sont uploadés sur Spotify en ce moment, qui seraient des morceaux générés par de l'IA. Oui, c'est ça, exactement, oui. Et ok, donc t'as quelques projets comme ça c'est toi qui est derrière ou c'est... Ouais, ok. Oui, c'est moi. Parce que j'ai plus de temps, c'est normal, tous ceux qui sont opérationnels, les enfants, et les filles à la com, ils ont du boulot, tout le monde a beaucoup de travail. Donc si comme je vous l'ai dit, ils m'ont mis en voie de garage créatif, il faut que je leur prenne quand même des sujets. Vous êtes indépendant? Vous avez 100% du capital? Oui. Et vous avez jamais rien vendu, un cash-out, rien, non? Non, pas pour l'instant. C'est les enfants qui verront ce qu'ils veulent faire. Je crois pas. Je crois que à partir du moment où on est passionné, si on se lève tous les matins, qu'on est passionné par le pognon, effectivement, peut-être qu'à mon avis, ils vont pas faire comme nous. Mais je crois pas qu'ils sont un peu comme nous. Bon, voilà, c'est d'imaginer, de se faire plaisir en travaillant. Voilà, Avec tout ça, tu as eu d'autres activités en dehors de la Folie d'août ou d'autres passions, d'autres choses, ou tu t'es vraiment resté complètement concentré que là-dessus? Non, j'ai fait beaucoup de sport à l'époque. À l'époque, quand j'ai quitté l'école, je suis parti pour faire du sport. Je faisais beaucoup de sport. Donc j'ai passé mon diplôme de moniteur de ski et j'ai essayé de passer mon diplôme de moniteur de plongée. Je dis, voilà, le ski l'hiver, la plongée sur un grand bateau. Combo superbe. Voilà. Ouais. Et le problème, c'est que j'ai fait premier échelon, deuxième échelon, je n'ai pas réussi à passer l'instructeur. Et il fallait que je sois instructeur de plongée pour avoir un bateau, pour organiser. Bon, à l'époque, j'ai dit, allez, hop. Et je suis rentré dans le Vercors et c'est là que, j'ai commencé, j'ai mis la main dedans. Bon, voilà, je suis pas allé aux États-Unis, peu importe. Donc voilà, non, après j'ai fait que effectivement plutôt que de la restauration d'hôtellerie. Et puis on a créé la Folie Douce Team. La Folie Douce Team, c'est environ 70 artistes qui sont chez nous et qui se déplacent. Il y a eu des époques, je crois qu'on a été à plus de 100 dates par an. Vous les vendez, enfin. Voilà, oui. Vuitton nous avait appelé pour faire l'America Cup. Il y a aux Bermudes, il y a 4-5 ans. On travaille beaucoup avec Business France. Ouais. On fait Tel Aviv, Marrakech. On fait beaucoup de choses. On est allé en Australie, sur les montagnes australiennes, avec un grand groupe pour faire animateur à la Melbourne Cup, de chevaux. On fait encore beaucoup de choses. Voilà, là, on essaie de s'entraîner pour faire toutes les avant. Peut-être pas encore cette année, mais l'année prochaine déjà. Les avant-concerts, c'est les francopholies, voilà, les trucs de plus jeunes, plus branchés que ça, pour danser, quoi. On n'est pas des stars, nous, mais on fait danser les gens. Par contre, ça, c'est clair qu'on les fait danser. Donc, aller sur les francopholies, aller sur Rock en scène, voilà. L'autre jour, ils ont, en plein hiver, là, je sais que la Folie Douce Team est allée à Vincennes. Il y avait une course à Vincennes et ils ont voulu faire une soirée à Vincennes. À l'hippodrome, À l'hippodrome. Et on pensait que nous, on allait avoir 2000, 3000 personnes. C'est un peu notre jauge, comme ça, oui, pour animer les gens. On a eu 22 000 personnes. Donc, bon, on est rentré un peu rincé. Tout le monde était un peu rincé, mais voilà. Voilà, des fois on a du succès, des fois on en a un peu moins. Mais la Folie Douce Team, voilà, disons que quand on va quelque part, c'est qu'on vraiment, on fait danser, on amuse les gens. Les gens c'est le côté festif. Et quand vous allez voir une star, j'ai tendance à écouter la star et tout, et on prend des photos, c'est extraordinaire. Mais peut-être quelque part un peu moins festif que nous, parce que nous, on est moins connus, mais nous, on est spécialistes de faire danser les gens. Ce côté festif, ça fait presque 20 ans qu'il dure, puisque c'était 2007, le début des... Ouais. Comment on fait tu t'en as un peu parlé tout à l'heure, pour pas devenir ringard? C'est une intention? Tu as fait attention ou c'est juste naturel, entre guillemets? Non, c'est naturel, c'est-à-dire que dans le recrutement, on recrute à la fois des jeunes et puis on a une tendance et on leur donne cette ligne que, je parlais d'Ibiza, c'est vrai que Ibiza pour nous, on n'a pas copié, mais c'est un référent, quoi. Voilà, Tu retournes encore à Ibiza, là? Oui. Okay. Ah oui, beaucoup. On y retourne beaucoup tous les ans. On fait même des formules. Non, c'est très intéressant, quoi. C'est la musique, l'électronique nouvelle, quoi. Voilà, c'est les nouvelles tendances, quoi. Tu te formes toi encore? Non. Non, mais je vois encore cet hiver. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Ils ont fait une opération. Moi, je suis allé voir.
Ils ont fait Mind Guest. On fait un repas. Le soir, on n'a jamais personne. Hein. De toute façon, voilà, nous, on le ferme. Mais bon, ils ont voulu ouvrir un repas à 150 €. Moi, je trouvais ça cher, mais bon. C'était complet. Et on est monté avec Corinne, on a essayé de voir si on connaissait quelqu'un. Mais sur tous les gens qu'il y avait, on connaissait, mais personne ne connaissait personne. C'était 150 personnes qui étaient venues du monde entier pour écouter un DJ, pour moi, inconnu. Oui, c'est ça. Bon, dans la musique, bon, Arthur et mon fils le connaissaient, mais nous, on ne connaissait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, Call of Duty, c'est vraiment... on rentre loin, vraiment, on a des très bonnes, très pointues, très programmation. Ça, c'est nouveau. Et c'est normal que les gens un peu plus âgés ne viennent pas. Les gens à un certain âge, bon, ben, c'est les gens un peu connus, la musique, les morceaux connus, et là, on va s'amuser. Non, nous, on est novateurs pour ça. Qu'est-ce que tu ferais si je te donnais 100 000 € là maintenant que tu n'avais rien? Tu repartais de zéro, tu as 20 ans, tu as 18 ans comme à l'époque et que tu avais 100 000 € à investir. Je sais pas, je changerais de vélo. Je coûte cher ton vélo. Hein. C'est de plus en plus cher à la fois. C'est de plus en plus cher le vélo. Le vélo, non, mais de toute façon, à mon âge, je vais pas. Non, mais si tu avais 18 ans, oui. non, mais si tu devais recommencer un business à zéro, tu irais rouvrir un resto en altitude, tu referais ça la même chose là en 2000? Non, j'utiliserais l'intelligence artificielle pour être plus intelligent. Et effectivement, aller sur des nouvelles technologies, ça me passionne. Voilà, tout ce qui est des startups, voilà, des choses vraiment. Tu l'utilises un peu aujourd'hui? Oui, un petit peu, oui, quand même, oui. Ok. Tu aurais un livre à me recommander, Luc? Un livre que tu as lu, qui t'a transformé, ou si tu pouvais offrir un livre que tu aurais à offrir à tout le monde? Oui. Ce matin, c'était un... Alors, tout dépend. Il y en a deux qui m'ont beaucoup aidé. Il y avait le service qui vend, je me souviens plus c'était le service qui vend, c'était un Américain qui avait monté ce livre. Et puis alors, l'autre livre, c'était Tout commence. Alors, c'était avec les enfants, parce que, comme ma femme avait 20 ans de moins, j'aurais été un très, très mauvais père. Donc, je conseille ce livre qui s'appelle « Tout commence avant 6 ans » du docteur Dodson. Okay. Et ça, je l'ai pris, et à chaque fois, alors après, j'ai acheté d'autres, hein, Le père et son enfant, Aimer sans tout permettre et tout. Mais le premier livre, c'était ce livre-là. C'était « Tout commence avant 6 ans » parce que je l'avais à côté de moi. Et à chaque fois que les enfants grognaient, au lieu de leur mettre parce qu'à l'époque, mon père mettait des tartes dans la gueule, quoi. Hein. C'était comme ça. Avant ces grèves, voilà. Bah, c'était comme ça. Hein. Moi, je continue, hein, tu sais. Attends. Voilà. Alors, pas du tout. Et moi, j'avais dit que voilà, je rigole pas et je n'ai jamais touché mes enfants. Et grâce à ça, parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient une bêtise, je regardais, et dans le livre, c'était qu'est-ce qu'on fait? Bon, 6 ans. Alors, c'était de 6 à 7. Et après, c'était de 7 ans à 8 ans. Tout se joue avant 6 ans. Je disais à ma femme, il a quel âge? Il a 9 ans. Hop, je prenais le bouquin, hop. Il avait 9 ans, il y avait une dizaine de lignes. Voilà, et je suivais. Et dans le livre, c'était marqué, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc des fois, je l'ai enfermé dans la chambre. Voilà, une fois, ça, c'était pas marqué. Je sais qu'il avait passé une nuit dehors par -20. Bon, il était assez malin, il avait été dormir dans une réception d'hôtel. Mais il m'avait tellement cassé les méandres que je l'avais mis dehors et j'avais fermé le chalet. Le service qui vend Jim Sullivan, faut le trouver un peu parce que c'est pas si simple, mais c'est le guide pour réussir dans la restauration. Voilà, c'est ça. C'est vraiment bien ça. Oui, c'est très ancien et à la fois, je veux dire complètement moderne parce que aujourd'hui je parle des livres de la profession, qu'après on a des livres de lecture, mais je parle pourquoi les enfants nous ont suivis. C'est parce que vraiment, je pensais que je ne vais pas être un bon père, donc j'ai vraiment fait tout pour réussir, quoi. Luc Reversa, donc vous suit sur les réseaux sociaux, sur Insta, j'imagine, sur TikTok, un peu partout. Si on veut t'écrire ou vous écrire, toi, tu es peut-être sur LinkedIn, toi? Non, mais... Où on écrit à...
Je sais pas, contact Arthur. avec la folie non, douce. Voilà, c'est les enfants. Hein? Arthur. Ah oui, Arthur, il est sur les cliniques. Oui. Bon, on a écrit Arthur Reversade, Camille, tout ça. Vous allez stalker un peu les gens de la folie douce partout. Vous leur écrivez. Oui. Vous cherchez quoi? Des gens avec qui bosser? Vous cherchez des franchisés? Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent, qui sont encore là, qui disent j'adore leur truc, c'est super cool, j'ai envie d'en être. C'est quoi principalement? Alors, ça dépend. Si c'est pour le recrutement, voilà, ils écrivent et on est plutôt bienveillants. Des managers, des danseurs. Le plus dur à trouver, c'est quoi? Aujourd'hui, peut-être les sommeliers. Oui, ok. Ouais, sommeliers. On en a 5, mais pas facile dans les écoles. Sommellerie, sur le reste. Non, sur le reste, ça va. Les banquiers qui te prêtent de l'argent, non, c'est bon, ils te prêtent de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants ont décidé de se développer plutôt avec des banques qu'avec des fonds. Voilà, si vous êtes banquier. Parce que les fonds prennent du capital. Voilà, capital, et puis au bout de 5 ans, 6 ans, il faut vendre ce qui est normal. Voilà, c'est logique. Et c'est pas notre truc. Et on n'a pas envie, c'est qu'ils ont de revendre. Donc on va pas plutôt vers les fonds, on va plutôt avec des banques, des gens qui nous suivent. Et pour l'instant, ça marche. Très bien. Merci Luc de nous avoir reçus ici à Taloir. On est très bien, on a passé un bon moment. Et puis je remercie aussi Red Bull qui nous a rendu tout ça possible, aussi qui nous a apporté un beau frigo derrière toi. Et puis toute la team, Mathéo d'être venu avec moi, des amis de WeVest. Puis merci à vous toutes de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et puis j'espère qu'on se verra. Normalement, je demande à mes invités, mais je sais pas, quoi que je l'ai eu sur le premier, Christophe Coutal-Mouréa, il m'a dit tous les gens qui viendront de ta part, ils auront un verre de rosé. On peut pas faire ça à la folie douce. Même pas un verre de rosé. Des magnums de rosé. Attention, parce que là, ils vont se demander d'où ça vient. Bon, si tes employés nous écoutent, j'espère que vous serez sympa avec les gens qui viennent de ma part à la folie douce, spécialement en tout cas. Merci Luc, merci à vous tous. Salut, ciao. Bye. J'ai négocié pour vous un deal avec mon partenaire Red Bull. Si vous êtes dans le business du CHR, gérant de bar, club, hôtel, restaurant, renseignez vos informations sur le lien en descriptif de cette vidéo. Et les 100 premiers inscrits pourront recevoir un pack de Red Bull en échantillon pour leur business. Et si toutes ces histoires vous intéressent, n'hésitez pas à vous rapprocher de mes amis de chez Red Bull. Vous aurez toujours un accueil hyper chaleureux si vous venez de ma part.